Madame, Monsieur, bonjour et merci infiniment à vous, comme vous le faites chaque matin, de nous retrouver à ce gâteau intelligent, à ce gâteau de l'intellect. 10-12 le Zénith pour ce mercredi 17 juillet 2019. C'est un jour spécial pour Douala, pour cette ville de Douala, d'où nous émettons dans la région du littoral, Madame, Monsieur, parce que le professeur Magloire Ondoa sera installé ce jour à l'université de Douala comme recteur de cette institution universitaire. Il le sera par l'entremise du ministre d'État en charge de l'enseignement supérieur, le professeur Jacques Famendongo. Donc, professeur Magloire Ondoa, qu'on accueille à Douala. Les étudiants de l'université de Douala accueillent ce maître au sens propre du terme, cet homme au grand cœur, cet homme de principe et de valeur, originaire, on va le dire, d'Ombessa, le village Baliama. C'est un Yambassa, il ne faut pas se fier au patronyme, c'est un Yambassa d'Ombessa dans le village Baliama, un homme qui arrive donc à l'université de Douala avec tous les grands défis que connaît cette université. On va dire qu'aujourd'hui, il y a les personnels d'appui qui sont en grogne et qui espèrent l'amélioration de leurs conditions de travail et de leurs conditions de vie au sein de cette université. On a les enseignants qui chaque fois se plaignent de leurs primes. On verra très bien comment le professeur Magloire Ondoa gère cette situation, puisque son prédécesseur à ce poste, François-Xavier Etoile, le professeur, avait eu du mal, comme on le voit, à gérer ces questions-là, madame, monsieur. Bonjour donc à tout le monde et merci de nous retrouver. Equinox Télévision, la télévision qui, au-delà de l'image, vous rend compte. L'équipe est en place comme chaque matin. D'abord vous, Donald Brice Kamgang, monsieur Kamgang. Bonjour. Bonjour Ifopoussi, bonjour à tous nos téléspectateurs. Merci de nous retrouver ce matin. Je voudrais joindre ma voix à celle de tous les panafricains pour rendre hommage à Johnny Clegg, l'artiste qui est décédé il y a l'âge de 66 ans. Une vraie figure de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. Il est décédé des suites d'un cancer. Voilà, un cancer du pancréas qui, on va le dire, a finalement eu raison de lui. D'ailleurs, ce matin sur Radio Equinox, beaucoup d'ailleurs qui ont plusieurs fois mimé ces chansons, mais qui sont très jeunes, n'ont pas fait le lien avec cette disparition-là. Karine Sontia me regarde, voilà, voilà, avec cette belle chanson qu'on a écoutée ce matin dans la matinale info intelligente sur Radio Equinox, cette fois-là sur 93 FM à Douala. Donc on a écouté cette chanson de Johnny Clegg, Adi Moussamba, qui est une chanson qui a, on va le dire, porté ce combat contre l'apartheid. Lui qui a été donc, lui qui était un blanc, hein, de race blanche, mais qui très tôt est allé justement s'acoquiner d'amitié avec les personnes de race noire contre la loi de l'époque qui interdisait justement aux blancs de fréquenter les milieux noirs de l'apartheid à l'époque. Donc merci de rendre hommage à Johnny Clegg ce matin, Donald Brice Kamgan. On vous retrouve à 10h40. Ce sera pour votre chronique, vos écrits. Vous avez écrit encore et vous nous direz voilà quel est le contenu de ces écrits-là, de votre réflexion ce matin sur ce plateau 10-12 le Zénith, madame, messieurs. Également sur le plateau ce matin, Karine Sontia, elle est en cabas. Je vais bien comprendre la pertinence, le sens de cet accoutrement ce matin, mais je m'abstiens de vous le demander. Mais quand même déjà, bonjour et bienvenue, Karine. Bonjour Eric Fopossi, bonjour aux téléspectateurs. Je commence cette émission par cette publication de Anne Fegonde Noah, porte-parole de Cabral Libye, qui dit, je cite, « Les directeurs généraux doivent être virés avec la même célérité pour non-atteinte de leurs objectifs. » Voilà, c'est une allusion faite, on va le dire, à Clarence Seedorf et Patrick Kluivert, qui a été lui aussi viré avec une célérité qui interroge tout de même. Alors, vous serez au rendez-vous tout à l'heure à 11h05. Ce sera pour votre chronique, vous aussi, votre regard sur les réseaux sociaux. Je voudrais juste dire, concernant Anne Fegonde Noah, qui est la porte-parole de Cabral Libye, le président national du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, que ce parti-là vient d'enregistrer voilà,
on va dire, un poids lourd de la politique camerounaise, Maître Nouga, après 25 ans à l'UPC, a décidé d'intégrer les rangs de ce parti de Cabral Libye, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, le PCRN de Cabral Libye. On va le dire, c'est un renfort de poids et de choix que fait ce parti politique qui se positionne, on le voit très bien, de manière sereine, calme sur la scène politique camerounaise. Lui qui, comme on le voit très bien, est régulièrement en tournée, de tournée surtout avec les activités qu'il menait, à part le mouvement 11 millions qui continue à aller sur le terrain, à, comme on le voit d'ailleurs, inciter les Camerounais à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Donc ça continue pour Cabral Libye et tout son état-major qui travaille d'arrache-pied pour préparer les prochaines séances, même si on parle de prorogation de mandats de conseillers municipaux depuis un temps, et qu'on parle de report des élections législatives et municipales puisque la crise anglophone n'est pas résolue. Donc c'est un préalable pour ces élections, pour ces scrutins qui doivent renouveler nos exécutifs communaux, mais également l'Assemblée nationale, la chambre basse du Parlement camerounais. Également sur le plateau ce matin, vous, Bobok Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopo-Sinegou, bonjour à vos chers téléspectateurs. Moi, je m'intéresse aux relations franco-camerounaises. Pas de moi, mais parce que l'ambassadeur de France au Cameroun, Monsieur Gilles Thibault, est en train de partir. 3 ans, il est parti. Mais il a dit, le Cameroun est toujours debout, il tient face à ces difficultés. Non pas par ses dirigeants, par la sagacité de ses dirigeants, mais parce que le Cameroun a un peuple qui a des femmes et des hommes qui savent s'en tenir, qui savent se tenir malgré les difficultés. Il dit, c'est à ce peuple que je tire un coup de chapeau. Donc, il n'a pas dit qu'il ne tire pas au coup de chapeau aux dirigeants, il n'en a même pas parlé, mais il dit, lui, il apprécie la ténacité et le courage des hommes et des femmes qu'il a rencontrés dans les 10 régions du pays. Parce que quand il arrive en septembre 2016, la crise anglophone vient de commencer. Et les jeunes avaient même du mal à trouver du travail, même dans le reste du pays. Mais il a trouvé, il laisse un peuple qui est dynamique, qui est debout. D'accord. Alors, on va dire que c'est une constante pour certains diplomates. D'ailleurs, on voit très bien qu'il y a cette différenciation qui est faite entre les autorités en place à la tête de l'État et le peuple camerounais. Souvenez-vous, Hillary Clinton, lorsqu'elle était secrétaire d'État aux États-Unis, elle avait des correspondances où elle saluait régulièrement le peuple camerounais, et on s'interrogeait pourquoi est-ce qu'elle ne salue pas le président camerounais. Et d'ailleurs, à l'époque, ça avait fait polémique puisqu'on estimait que les correspondances entre différents États doivent se faire entre les dirigeants au sommet de ces États-là. Est-ce que, évidemment, ce que Gilles Thibault dit est un présage pour quelque chose? Non, pas présage, c'est-à-dire entre eux, en haut, bon, ils se disent la vérité là-bas, mais ils disent en fait, parce qu'il faut savoir lire les caps diplomatiques. Voilà. Il veut dire au peuple, clairement, dans la diplomatique, et je sais qu'on vous fait souffrir, mais comme vous savez tenir bon, continuez à tenir bon, mais je sais. Voilà. On vous fait souffrir, et peut-être même pour rien. On ne devrait pas vous faire souffrir comme ça. Bon, Bengan, merci. Merci à vous, madame, monsieur, vous également. Installez-vous confortablement. On va démarrer l'émission de ce matin avec la première rubrique. Il s'agit de l'histoire du jour. Et je peux déjà vous prévenir, parce que l'histoire de ce matin est croustillante. Le terme est moins que ce que cela va exprimer. En tout cas, celle qui va se charger avec tout le grand sourire de vous déclamer cette histoire est bien en place tout à côté de moi, tout à ma droite. Donc, Dominique Audrey-Yengelek, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Fopoussi. J'ai une question pour vous. Oui. Avant de commencer, si avec vous permettez. plaisir. Non, vraiment, désormais, vous et moi, vous posez vos questions, je réponds. Voilà, il n'y a pas de problème. Vous croyez en l'amitié? Bien sûr que oui. J'ai beaucoup d'amis. De vrais amis sur lesquels vous pouvez vous reposer et partir et confier votre famille même et partir. Je vous vois venir. Je vous vois venir. Bon, écoutez, l'amitié, certes, mais il y a quand même des limites. Je veux dire, vous ne pouvez pas totalement vous... Quelqu'un avait dit la confiance n'exclut pas la méfiance. Ce n'est pas de moi. Ce sont des termes qui sont repris régulièrement. Donc j'imagine que lorsqu'on est en amitié, on a quand même quelques garde-fous qu'on place pour ne pas être demain rattrapé par une trahison. Parce que les traîtres, ça existe. Si on parle de Judas, par exemple, c'est lui qui a trahi Jésus. Pour reprendre ici la littérature biblique et du Nouveau Testament. Donc c'est pour clairement le dire aujourd'hui. Donc j'ai des amis, je les aime bien, mais il y a quand même des limites
que je me fixe. D'accord. Aujourd'hui, on parle de l'histoire de deux amis. Il s'agit d'Antoine et de Martin qui sont amis depuis 17 ans. Aujourd'hui, ils sont âgés de 20 ans déjà. Antoine est le fils de maman Christine. Il est âgé de 20 ans, je l'ai dit, et il est orphelin de père depuis qu'il a 9 ans parce que son père est mort il y a 11 ans et sa mère est âgée de 36 ans. Toute la vie durant, ils ont pu tenir, ils ont supporté le départ de leur père. Leur mère, puisqu'il a 2 sœurs, a assuré leur éducation. Voilà, leur éducation, merci. Leur éducation et tout se passe bien. Il y a une semaine, Antoine est allé en vacances avec sa petite amie. Donc, il a fait un voyage et il est parti. Sa maman est restée à la maison, maman Christine. Et puisqu'elle était au marché, elle a appelé l'ami de son fils, Martin. Et il a dit, Martin, je suis au marché, est-ce que tu peux venir m'aider? J'ai beaucoup de sacs et tout, tu me ramènes à la maison. Ok, puisque Martin sortait du travail, il était sensiblement 16 heures. Il est passé, il a pris la mère de son ami, sa mère, entre guillemets, et il l'a ramenée à la maison. En bonne mère, elle a fait un peu de quelque chose à manger. Elle a servi à Martin, le meilleur ami de son fils. Ils ont mangé. Durant qu'ils mangeaient, elle s'est dit pourquoi ne pas sortir le whisky. Elle est allée dans son bar, elle a fait sortir une bouteille de whisky qu'elle a déposée sur la table. Donc, durant la conversation et durant le repas, disons-le comme ça, ils buvaient en parlant, ainsi de suite. Donc, l'alcool avec ses effets ont fait qu'ils sont arrivés dans un état second, comme on dit généralement. Et elle a commencé à se plaindre vraiment depuis que votre père est mort. Bon, le père de ton ami est mort. Je me sens seule, je me sens abandonnée et tout. Elle a commencé à pleurer. Et Martin, il s'est rapproché, puisqu'on dit que les hommes n'aiment pas voir les femmes pleurer. Il s'est rapproché, il a essayé de consoler maman Christine. Et elle a essayé de l'embrasser. La première fois, il l'a repoussé. Il lui disait non, on ne peut pas faire ça. Tu es quand même... Elle lui dit que non, mon fils, seulement pour aujourd'hui. Regarde comment je suis seule depuis 11 ans. Hein? Toi-même, regarde-moi et tout. Puisqu'il dit qu'il fantasme sur cette maman depuis qu'il est adolescent. Il n'a pas pu supporter. Et il a cédé. Ils ont passé la nuit ensemble. 2 jours après, il dit que ce qu'il a vécu était tellement passionnant, c'était explosif. Il est reparti 2 jours après. Et depuis ce jour, il se voit tous les 3 jours. Donc tous les 3 jours, il va passer la nuit là-bas. Aujourd'hui, son problème est de savoir est-ce qu'il doit assumer cette relation devant son ami et prendre le risque de perdre ses 17 ans d'amitié. La question vous est posée. D'accord, très bien. C'est une histoire qui fait sourire. Bombok Bengan ce matin, je ne sais pas pourquoi, mais je dois clairement le dire. Première chose, parce qu'il faut d'abord fixer le cadre de cette histoire ce matin. Première chose, les prénoms des protagonistes me semblent... C'est leur vrai prénom, parce que je veux quand même... Si ce n'est pas leur vrai prénom, vous avez... Non, j'utilise généralement des prénoms d'emprunt. Bon, sauf que les prénoms que vous avez choisis, je trouve que ce n'est pas, ça ne colle pas assez avec leur âge. Je veux dire que Antoine et Martin. Voir un Antoine qui a 20 ans aujourd'hui, voilà, il me semble quand même que voir un Martin qui a 20 ans aujourd'hui, c'est quand même des prénoms d'une certaine époque. Ouais. Donc, je sais que les prénoms des jeunes de 20 ans aujourd'hui, c'est les Brian, c'est les, je sais plus trop quoi, les Dylan, les Brandon, Nathan. les Nathan, ils ont des noms, ils ont des prénoms 2.0. Donc, il faut clairement le dire. Donc, ça, Ce sont des prénoms d'emprunt. Ça, c'est le premier plan. Bon, vous avez bien fait de choisir des prénoms comme ça. Ça montre que ces prénoms d'emprunt ont eu un impact sur le fait qu'ils pensent qu'ils sont assez matures pour se faire des femmes de 36 ans, même quand on a 20 ans. Alors, il faut dire que cette question, il y a une question de femme cougar. Vous savez, c'est un terme qui est né il y a quelques années, les cougars. En fait, c'est des femmes matures qui aiment les petits jeunes, les cougars. Donc, généralement, on voit bien que, par exemple, quand on parle de cougar, le couple de cougars célèbre, c'est bien Emmanuel Macron et sa femme Brigitte Macron. Il y a un écart d'âge de plus de 15 ans entre eux. Il y a également un couple où la femme est plus âgée, également un couple célèbre, celui de le prince Harry d'Angleterre. Oui, il est moins âgé que son épouse Meghan Markle, qui a elle 37 ans, lui il a 34 ans. Donc il faut bien voir que on est en train de tendre vers quelque chose de terrible dans ce monde où les jeunes hommes, je ne sais pas, se mettent de plus en plus avec des femmes plus âgées et
n'ont pas froid aux yeux, permettez-moi d'utiliser un terme très trivial, n'ont pas honte, n'ont pas de problème à ça, sont très habitués. Vous les voyez dans les salons feutrés, à Douala, vous asseyez dans un snack, vous voyez un jeune garçon débarquer avec une femme, vous dites mais c'est sa mère ou c'est sa petite amie. Donc ça c'est un phénomène, il faut déjà qu'on se le dise, ça existe. Ça, on le sent. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? Les sociologues, les psychologues vont faire des études pour nous donner les impacts que ça pourrait avoir dans la société camerounaise et tout ce que ça pourrait avoir. Maintenant, il y a la question de l'amitié. Est-ce que, justement, moi, sincèrement, hein, je suis un peu troublé par l'histoire parce que, au lieu que ce Martin s'inquiète de ce qu'il est en train d'entretenir une relation avec une femme sans avenir, il s'inquiète de l'amitié qu'il a avec son... C'est vrai, c'est certes, il y a de l'amitié, mais je pense qu'il devrait plus s'inquiéter. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qu'il recherche avec cette femme qui a 16 ans de plus que lui, qui peut être sa mère? C'est quoi le projet? C'est quoi la perspective, comme on dit? C'est quoi le cap? Il veut l'épouser? Il veut faire des enfants? Ça sonne bizarre, l'épouser. Oui, je veux dire, il faut qu'on se le dise. Alors, je commence par vous, Moro Bengan. Qu'est-ce que vous relevez comme problème ce matin? Le premier problème, relève, c'est que vous avez bien fait de vous attarder sur les prénoms. Les générations d'aujourd'hui pensent que la vie commence et s'arrête avec eux. Oui. Donc, vous verrez ça avec les femmes. Moi, je n'aime pas un homme comme ça. Moi, je n'aime pas ceci. Oui. Moi, l'amitié avec... Non. Ici, c'est vrai, il s'agit d'un problème d'amitié avec son ami. Voilà. Problème d'amitié. Mais c'est davantage ce que vous avez dit, le projet d'avenir. Est-ce que même si son ami lui disait « Ah d'accord, tu es ma mère, restez-en », comment il va se comporter? Voilà. Comment il va se comporter? Donc, en fait, aujourd'hui, c'est ce que nous disons toujours, nous les traditionnalistes africains. Pensez à l'éducation. L'éducation, c'est justement votre projet d'avenir. Et vous, enfants, vous ne pouvez pas penser que vous allez affronter la vie sans qu'on vous tienne par la main. Vous osez, vous allez tomber. Vous allez tomber. Même le président Macron, qu'il me pardonne, mais je pense que... Qui vous pardonne? Il a eu, même dans sa famille, eux qui disent être dans des sociétés évoluées. Oui. On sait ce qui est arrivé à son épouse quand celle-là a commencé au lycée. Voilà. Et on sait ce qui lui a été réservé. Ce n'est pas parce qu'il est président que ça va changer. Voilà. Non, on ne va pas changer. Rappelons qu'il n'a pas d'enfant. Hein? Bon, oui. Officiellement, il n'a pas d'enfant. Voilà. Et là, c'est un problème d'avenir. Il n'a pas d'enfant. Voilà ce qui s'est passé à l'époque. Cette situation a toujours existé. Des cas où une femme plus âgée, peut-être même mariée, ça allait l'amitié avec des jeunes. Mais c'était encadré comment dans la société? C'est cette femme-là qui sait qu'elle est en déphasage de la société, des normes sociales. Comme elle est en déphasage des normes sociales, elle n'en parle pas. Et parce que ça fait honte. Et puisque ça fait honte, il peut quand même avoir 2 ou 3 personnes qui le sachent. Elle a la charge de trouver une femme, d'encadrer ce bonhomme et la mener au mariage. Et là, l'encadre. Même aujourd'hui, c'est que non. Quand tu aimes ça? Oui, ça se fait. Dans nos villages, ça se faisait. D'accord. C'était régulier. C'était régulier, ça se faisait. Les sentiments d'amour, n'est-ce pas d'aujourd'hui? Vous nous informez. Oui, c'est pour ça qu'on vous dit toujours, quoi qu'il arrive, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Demandez à vos aînés, ils vont vous dire que ce soit cette femme qui est tombée amoureuse de l'ami de son fils, ou même de ce fils qui est dans cette situation. Ne pensez pas que bon, ça commence, ça vient de vous. Oui. Comment ces choses étaient traitées? Voilà. D'abord, c'est la question fondamentale. Voilà, il y a le sentiment de honte. Parce que l'objet principal, c'est ce que vous avez relevé tout à l'heure. Est-ce que vous avez un projet de vie? Est-ce que vous pouvez faire un projet de vie? Vous n'en avez pas. Oui. Parce que les parents de la femme qui est veuve vont jamais accepter cela. Non plus les parents de ce jeune homme ne vont jamais accepter. Bon, vous allez donc créer un monde où vous allez vivre vous deux. Est-ce que, comment vous allez tout voir? Donc, c'est ça, ce sont ces déviances-là, ces dérives qu'il faut généralement savoir. Mais quand vous tombez amoureux, on cache parce que c'est la honte. Mais vous amenez l'enfant à grandir. Mais généralement, ces genres de femmes sont possessives. Elles ne vont pas. Le garçon aussi. Voilà. Vraiment, qu'est-ce qui peut expliquer cela?
comment on en arrive Non, là, ça c'est l'esprit pervers. d'une femme qui... C'est l'esprit pervers. Oui. Il y a des femmes comme ça, vous l'avez dit, c'est l'esprit pervers, il n'y a pas, c'est condamnable dans la société. Mais est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait eu des blessures dans sa vie? Il y a des femmes qui peuvent peut-être avoir été touchées par un événement. Non, pas nécessairement. Oui. Chacun naît avec un certain type de sentiments. Oui. Et il y a des cas, attendez, lorsqu'un enfant poignarde son camarade au lycée de Daido, Oui. vous allez accuser, oui, le tramol, mais pourquoi on en arrive là? D'accord. Justement, il y a des antériorités que nous pouvons chercher dans les gènes de chaque enfant par le Ngambi, par l'art divinatoire. Et chaque situation, c'est un cas, comment vous l'appelez, pathologique. C'est une maladie et qu'on peut soigner. De votre stature d'autorité traditionnelle, moi j'ai envie de savoir, on a coutume parfois de dire, permettez-moi, que l'amour n'a pas d'âge. Ça, c'est absolument compris. Mais sauf que parfois, on le dit dans le cadre d'un homme qui est plus âgé qu'une femme. Alors, pourquoi c'est différent lorsqu'il s'agit d'une femme plus âgée? Quelles sont les conséquences? Qu'est-ce que ça implique? Pourquoi ça pose un réel problème sur le plan de l'inverse, la femme qui se met avec un homme moins âgé? Oui. Le même problème, bon, peut-être avec le regard d'un homme plus âgé, il pose moins. Mais sur la femme vieillit vite. Elle vieillit plus vite que ce premier élément. Voilà, premier élément. D'abord, oui. Vieillit plus vite. Oui. Et là, comment allez-vous entretenir votre intimité? Ça cause problème. Deuxièmement, c'est l'homme qui déclame, que ce soit dans les sociétés occidentales, orientales ou africaines, c'est l'homme qui parle en public, même si c'est la femme qui dit. Mais maintenant, vous allez déclamer quoi? Comment vous allez exercer votre autorité familiale dans la société? C'est des normes qui ont été établies avec les hommes. Donc voilà, on ne très peut bien. Pas, ok, non, maintenant ça se comprend. On comprend pourquoi tout cela pose un réel problème. Alors, je vais m'adresser à vous, Karine, sur cette histoire ce matin. Je vous ai senti, lorsqu'on préparait cette émission, on va dire, choqué par ceci et cela. De toutes les façons, choqué. Qu'est-ce qui vous fait sourire? C'est le mot choqué ou c'est ceci et cela? Choqué, oui, mais pas parce que c'est un jeune homme. Parce que c'est l'ami de son fils. C'est-à-dire que choqué parce qu'il est comme son fils à elle. C'est-à-dire que quand elle prépare souvent, quand elle fait la cuisine, son fils et son ami mangent dans le même plat. Donc, généralement, chez nous, en Afrique, on sait que la mère n'est pas la mère d'une seule personne. Quand il y a plusieurs enfants dans la maison, elle est la mère de tout le monde. Donc, quand elle fait à manger, les deux mangent ensemble. Parfois, elle donne l'argent à l'autre, elle donne à l'autre, allez-y à l'école, ainsi de suite. Moi, c'est dans ce sens-là que je vois. Mais sinon, question amour, relation, mariage, il n'y a pas de problème pour moi. Vraiment pas du tout. Si ce garçon de 20 ans nous avait dit que son problème, c'était de son avenir, comme vous l'avez soulevé, ça allait être critique. Mais son problème à lui, c'est comment annoncer cela à son ami. Ça veut dire qu'il ne trouve même pas de problème à ça. Et c'est une relation, ce n'est pas un mariage, ce n'est pas un pacte. Ça veut dire que ça peut terminer à tout moment. Donc moi, je ne trouve pas un problème à ce que ce jeune homme de 20 ans soit avec cette femme de 37 ans. Même si elle peut être sa mère, je pense que c'est son choix. Il a la liberté. Et nous sommes quand même dans une société où, même si on va parler de perversion et autres, on est quand même dans une société où tout le monde, même dans les chansons, on dit que l'amour n'a pas de frontières, l'amour n'a pas de limites. Donc la frontière entre ces deux, c'est l'âge. Et ils ont pu briser la frontière et ils sont heureux d'être ensemble. Maintenant, après, si un jour le gars trouve qu'il n'est pas à l'aise avec elle et il n'est plus à l'aise, il préfère une plus jeune, tant mieux. Mais pour l'instant, il ne trouve pas de problème à ce qu'il soit avec la mère de son ami qui peut être sa maman. Et moi, mon problème, c'est le fait que cette femme soit la mère de son ami. C'est-à-dire que comme sa mère à lui. Mais si c'était n'importe qui dans la rue, ça peut aller avec n'importe qui. Maintenant, on a quand même affaire à une maman qui a emmagasiné en elle plusieurs frustrations. Que ce soit la solitude, que ce soit le fait d'être une femme seule, célibataire, responsable, mère de plusieurs enfants, à un moment donné, on a besoin de cette chaleur masculine-là. Et la chaleur qui était... Est-ce que les hommes sont finis dehors? Les hommes sont finis dehors, mais qui est-ce qu'elle va trouver?
il est marié. Elle a 37 ans. Généralement, c'est des personnes qui sont déjà mariées qui vont venir vers elle, ainsi de suite. Peut-être qu'elle n'a même pas trouvé son bonheur ou ce qu'elle recherche avec ces hommes-là. Et quand elle est avec ce petit jeune, elle trouve qu'il est plus frais, il lui donne beaucoup plus de chaleur, il lui donne beaucoup plus d'attention. Et c'est mieux pour elle d'être avec lui. Non, mais soyez cash. Allez au bout de votre logique. Oui, je dis. Si vous trouvez que c'est une femme qui aime la chair fraîche, vous dites. Voilà, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Elle aime les petits jeunes. C'est ce que je le dis. C'est ce que je dis. Elle aime les petits jeunes. Donc, elle peut donc refaire sa vie avec lui. C'est lui. C'est lui le problème. C'est pas elle le problème. C'est lui le problème. C'est lui qui bloque. C'est lui qui vient souligner son problème. Ça veut dire que lui, il ne sait pas si son ami connaît ça, il va accepter ou pas. C'est là son problème. Il n'a pas dit qu'il ne veut pas être avec elle. Non. Il n'a pas dit qu'il se pose la question, est-ce que demain, si elle vieillit, je vais encore vouloir d'elle? Est-ce que demain, si elle n'est pas là, son fils va me chasser de la maison? C'est pas ça son problème. Son problème, c'est comment je l'annonce à son fils. Et si son fils me rejette, est-ce que nous allons continuer à être des amis? Et si son fils m'accepte, comment est-ce que je vais me comporter avec lui? En tant que son beau-père, en tant que son ami, en tant que ci, en tant que ça. C'est vraiment ça le problème. Pour la femme, elle n'a pas de problème. Elle n'a pas de problème parce que c'est elle qui fait les avances en premier. Non, vous dites, vous analysez. Est-ce que la femme elle-même qui ne se pose pas de questions, c'est normal? Non, moi je ne suis pas dans la norme. Elle vous dit que c'est normal. Pour elle, c'est normal. Parce que c'est elle qui fait les avances. Avant de donner même le whisky à ce jeune homme pour la première fois, elle savait ce qu'elle voulait. C'est une femme. Elle a ses envies. Quand elle voit un jeune homme devant elle, 20 ans, baraqué avec ses muscles un peu frêles là, devant elle, elle s'est dit waouh. Arrêtez un peu. Non mais. Vous réduisez tout ça. Non, c'est l'histoire. Des aspects superficiels. C'est l'histoire du jour, monsieur Poposi. Je ne refuse pas, mais je n'ai rien inventé. On fait la promotion un peu des choses superficielles. Non, je ne fais pas la promotion. Des choses sans consistance. C'est quoi les muscles, c'est quoi le physique? Non. Arrêtons. Je ne fais pas la promotion du superficiel. D'accord. Je parle de ce qui est. Il est qu'une femme a fait des avances à l'ami de son fils qui a 20 ans. Normalement, dans la société, c'est réprimandé, ce n'est pas bien. On trouve que ce n'est pas normal. Mais là, on a affaire à une femme qui ne trouve pas de problème à ça et qui peut même dire à son fils que moi, j'aime ton ami. Alors, Donald, je regardais tout récemment une vidéo d'un reportage réalisé, je crois que c'était à Dakar au Sénégal, sur ce phénomène des femmes cougars, entre guillemets, comme je le disais il y a un instant, ces femmes qui aiment les petits jeunes, ces femmes âgées qui aiment les plus jeunes hommes. Alors, il y a une qui disait que en réalité, dans la relation, elles ne sentent pas que l'homme qu'elles ont en face est un jeune, parce que selon cette femme qui a été dans cette vidéo, elle estimait que la maturité, ce n'est pas forcément le nombre d'années, et que la maturité, c'est dans la tête, que la manière d'une personne de raisonner peut être très mature comparée à une personne qui est plus âgée, mais qui a un raisonnement puéril. Voilà. Donc, oui. Je faisais juste ce témoignage pour ce récit, pour enrichir le débat. Oui, je suis d'accord avec cette façon de voir. Oui. Sauf qu'on ne peut pas transporter ça à l'histoire du jour. Pourquoi? Parce que dans cette histoire, il y a au moins 3 éléments qui font problème. Il y a 1 de la trahison, 2 de la frilosité et 3 de la perversion. Je commence par la trahison. C'est dur, hein? Je commence par la trahison. Oui. Les amis, généralement, sont des personnes d'une même génération qui partagent un certain nombre de valeurs et qui sont liées par des principes. Si je suis votre ami, ça signifie que nous avons à peu près le même âge. Ou alors nous avons fréquenté ensemble, nous sommes de la même génération. Et donc, nos mamans sont censées être des personnes très éloignées, assez éloignées de nous de toutes les façons, en termes d'âge. Il est donc inconcevable que moi ou vous envisagiez un seul instant une relation avec soit avec ma maman, soit moi avec votre maman. Sur ce plan, c'est de la trahison, au plan de l'amitié. Parfois des sœurs même. Voilà. Pour les sœurs, il n'y a pas de problème. Si tu dragues ma soeur et que vous entendez, moi, il n'y a pas de souci. Deuxième élément, la frilosité. Oui. Elle est veuve depuis 11 ans. C'est bien cela. Ça signifie que c'est une veuve joyeuse, comme on dit. Ça signifie que elle a l'habitude de faire ce genre de choses. Depuis 25 ans. Depuis qu'elle le fait depuis que son mari est décédé. Bon, ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas raconté dans l'histoire, j'imagine. Parce que ce qu'elle a dit dans l'histoire. Oui, non, j'ai envie de savoir, depuis que son mari est parti, comment elle gérait sa libido. Justement, il ne peut pas savoir.
Elle lui a dit que non. À partir de ce moment-là, vous ne pouvez pas dire que c'est la première fois. Bon, mais vous savez que les femmes, parfois, elles vous font genre, elles vous disent que bon, les femmes ne sont pas comme les hommes, elles peuvent faire 10 ans sans rien Vous voulez faire. me dire que c'est après 11 ans qu'elle a eu ça. Vous rêvez. Vous savez, les femmes sont terribles. Parfois, on voit une femme. Mais Elle les vous gens dit, disent non, les femmes ne que sont depuis pas qu'il comme est les hommes. adolescent, Moi, je fais 10 ans sans rien faire, ça me dit. Les femmes ont les envies. L'histoire. Les femmes ont les envies. Ouais, d'accord. Peut-être pas plus poussées que les hommes, D'accord, mais oui. elles ont des envies. Vous ne pouvez pas me dire que c'est après 11 ans qu'elle a senti le besoin de se satisfaire sur le plan sexuel. Elle le fait constamment. C'est une veuve joyeuse. Oui. Il faut le dire. Et il faut interroger. J'ai entendu mon papa prononcer le mot amour tout à l'heure. Il n'y a pas d'amour entre les deux. Il y a satisfaction d'un besoin visiblement passager. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'amour entre les deux. Troisième élément, je parle de la perversion. Ça, c'est pour le garçon. Ce garçon de 20 ans est un garçon pervers. Il a l'habitude de faire ce genre de choses. Si tu arrives chez la mère de ton ami et que sous le coup de la boisson, tu t'enflammes ainsi, tu t'emballes ainsi jusqu'à ce que tu te retrouves à coucher avec elle, ça signifie que tu es un garçon pervers. Il aurait pu, après avoir saoulé avec elle, dès qu'elle commence à le caresser, à l'arrêter d'une certaine façon, il s'enfuit. Il n'avait pas encore saoulé, monsieur. Oui. Il s'enfuit. Il n'a pas encore saoulé. Les hommes vivent pas encore été- avec des valeurs. Il faut avoir des valeurs. Si vous estimez que non... Vous contrôlez quand vous êtes sûr. Parce qu'elle m'a... Vraiment. Non, attention. Mais bien sûr, arrêtez. Arrêtez. Non, Si attends. vous- Ce que vous n'êtes Donc, non, vous ne l'êtes Dominique pas, vous n'êtes pas Oyengelek- sous. Ce que vous ne Dominique l'êtes pas. Oyengelek, Oui, monsieur. si vous tentez de venir vers moi avec Avec la la boisson, question, là. avec la boisson, en passant me contrôler, je vous dis tout de suite stop parce que Ce que vous n'êtes pas sûr. que je boive 2 casiers ou n'importe quoi, Vous je ne vous savez. dis que je ne peux pas C'est un atteindre enfant de 20 certain ans, c'est- niveau. c'est un mais jeune écoutez, homme de 20 ans. C'est une question de cerveau. Mettez votre cerveau en jeu. le D'abord, un homme qui boit jusqu'à se perdre, moi je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas de cervelle. Et puis le simple fait que ce garçon ait bu, le simple fait qu'il a bu jusqu'à saouler, pose souiller. problème. Il a 20 ans, attention. Il n'a que 20 ans. En principe, à 20 ans, on ne devrait pas consommer l'alcool jusqu'à un certain niveau. On devrait... C'est Même 21 ans pas et plus. consommer du C'est tout. 21 ans et plus. Non, mais il n'a pas je l'âge. vais Même pas être consommer je vais du être tout. réaliste. Il n'a pas l'âge. Je préfère Dans rester un monde réaliste. idéal. Ça, c'est l'idéal. Voilà. Ce n'est pas en Est-ce que vous consommer. lisez ce qui est écrit là 20 ans Et plus. et plus. Dans notre contexte, 21 ans. Je 21 ans. 21 ans. 21 ans et plus. plus. dans notre contexte, à 20 ans, je sais qu'il y a beaucoup de garçons qui consomment, ils sont nombreux. Mais consommer jusqu'à en saouler, pas seulement en saouler, mais en saouler dans la maison familiale de la mère de votre ami. C'est très grave. D'accord, très très grave. Alors Dominique Oyengelek, je vous connais, vous allez toujours faire comme vous faites tous les jours. Vous nous sortirez... truc là. Je commence un peu à imaginer le scénario. Vous nous sortirez la phrase qui tue, et cette phrase qui tue va faire le relais des réseaux sociaux, Ouais. et ça fera le buzz. Vous Mais- avez la parole. Qu'est-ce que cette femme a mis dans le repas qu'elle a donné à cet enfant? C'est la question que je me pose. La perverse ici, c'est elle. Comment elle regarde un garçon qui a l'âge Son de son fils. fils comme un homme? Qu'est-ce qu'il peut bien lui faire à elle? Hein? À quel âge? Quand on sait tout ce par quoi elle est passée à 36 ans, qu'est-ce que... Non, mais c'est possible. Vous savez, il y a des femmes qui, il y a des femmes qui aiment beaucoup les hommes qui sont très performants sur le plan sexuel. Peut-être que le garçon de 20 ans était très performant sur le plan comment sexuel. Elle aurait comment elle va voir? Bon, ça c'est que ça a il faut répondre. Peut-être juste pour réagir à l'analyse de... Allez-y, Non, Dominique, ça Dominique, ne allez-y. tient Prenez la parole, Dominique. Monsieur Fopus, Terminé. Elle a vu Oui. ses deux Monsieur enfants. On va y aller rapidement parce que... vous savez que tous les garçons à un âge fantasment sur des femmes. Je connais un garçon qui m'a dit, il était en première, oui, il fantasmait sur sa cousine. Et il partageait la même chambre. Sa cousine était dans la vingtaine et plus. Elle s'est rendue compte que son petit cousin, lorsqu'elle se lavait, il avait l'habitude de venir faire de gaieté. Un jour, elle a fini de se laver, elle a tiré, elle a mené dans la chambre. Et elle lui a dit, assieds-toi là. Elle s'est déshabillée. Elle a pris le temps de se oindre, de s'habiller. Elle lui a dit, moi, je suis ta sœur. Tu ne me regardes pas comme une femme. Tous les garçons fantasment même sur leur sœur. Donc maintenant, qui fantasme sur cette femme? C'est normal. Et normalement, ça doit passer. Mais maintenant, cette femme a joué de ça. C'est elle qui est le plus à plaindre dans l'histoire. Malheureusement, voilà un jeune homme immature
qui s'est retrouvé dans une histoire, finalement il va s'en sortir perdant parce qu'il n'y a pas d'avenir possible là-dedans. Qu'elle aura fini de vous utiliser, comme les hommes utilisent généralement les femmes, elle va passer à quelqu'un d'autre parce que ce qui est sûr, même le voisin, même le concierge, elle a dû le faire avec lui. D'accord, très bien. On va s'arrêter là pour les débats. Voilà, excusez-nous, c'est un parlement et il y a toujours la séquence débat. Maintenant, on va lire quelques messages avec vous, Karine, nos téléspectateurs. Le jeune doit garder sa dignité. C'est la malédiction de sortir avec la mère de son ami. Joseph Deloy qui nous écrit ce matin un autre message. Un ami ne fait pas cela. Coucher avec la mère de son ami, c'est une haute trahison. Moi, j'ai un ami d'enfance, Eric Fauting. J'ai dormi sur le même lit plusieurs fois avec ses sœurs, sans les toucher. D'où vient-il que tu es mon ami, tu couches avec ma mère? C'est une catastrophe. Un autre. This is horrible. I will kill you with my hands. It is unacceptable, gentlemen. My mother is my friend's mother, like it or not. Okay. Moi, je ne trouve pas de problème avec cette relation, avec le monde aujourd'hui. On peut trouver son bonheur partout. Seulement, il ne faut pas que la relation ait d'impact négatif direct sur son prochain. Un autre message. J'ai une préoccupation. Est-ce que c'est aujourd'hui que ça a commencé? Est-ce de l'intérêt ou de l'amour vrai? À ce que je sache, l'amour n'a pas de frontières. Si elle n'a pas de l'âge de ma mère, ça passe. Ok. Pourquoi l'homme de 60 ans pourquoi l'homme de 60 ans qui prend une fille de 18 ans ne fait pas de problème? Je vous ai dit que les féministes vont se ramener. Les féministes vont se ramener et vont commencer à dire que l'égalité oblige. Mais disons-nous que le gouvernement ne facilite pas les choses. Dieu, si c'est l'amour positif, pas de problème. Mais si c'est par intérêt, c'est démoniaque. Le gouvernement je ne comprends pas. Voilà, on va terminer. Oui, un dernier. Aussi sur le gouvernement aussi. Attention, parce que les cours de morale, oui, il faut dire, le gouvernement a aussi un rôle d'éducation avec les cours de morale qu'on a retirés à l'école aussi. Justement, merci à celui qui nous a écrit de nous rappeler Je voudrais dire en 2 phrases que cet avis n'est pas anodin. Tout à fait. Le ministère des Affaires sociales a un rôle important dans l'intégration et l'inclusion sociale des personnes veuves. Et le plus souvent, ce sont des personnes qui sont rejetées dans la société, quelquefois, des personnes qui sont frustrées et qui ont besoin d'une prise en charge psychologique. D'accord. Ça manque souvent beaucoup. Ok, donc on va s'arrêter là pour les messages. Merci infiniment à vous de nous retrouver ici, madame, monsieur, ici c'est Equinox. On va prendre tout de suite la colère de Donald Brice Kamgan. À tout de suite, j'étais sûr que ça m'arriverait. J'interpelle ce matin la conscience nationale sur un sujet grave. L'assassinat organisé des institutions au Cameroun. La session parlementaire qui vient de s'achever a vu adopter une réforme de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés. En parcourant les grandes lignes de ces changements que le gouvernement vient d'apporter à cette structure, on se convainc très rapidement que cette instance, désormais appelée Commission des droits de l'homme du Cameroun, tout simplement, sera désormais réduite à une simple coquille. Tenez, l'article 9 du texte déposé devant les députés dispose par exemple que dans le cadre de ses missions, la Commission formule, à la demande du gouvernement, soulignez cela, des observations sur la législation en vigueur ou sur les projets de loi en vigueur. En d'autres termes, la Commission ne se prononce sur la qualité de nos lois que si le gouvernement donne son accord préalable. Scandale. Pour comprendre ce coup fatal porté ainsi à la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, il faut se souvenir qu'une crise a éclaté au sein de la structure, crise opposant le président jugé très critique vis-à-vis des pouvoirs publics à certains membres de la commission. Il faut également se souvenir de quelques observations faites par la commission au gouvernement
sur la répression des manifestations publiques. Il y a 2 mois, le Parlement camerounais sortait de ses gonds après une résolution du Parlement européen appelant Yaoundé à ouvrir un dialogue inclusif sur les tensions sociopolitiques au Cameroun. Les observateurs minutieux de la scène sociopolitique nationale ont de plus en plus du mal à faire un distinguo net entre les 2 chambres du Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat, entre ces 2 chambres-là et le gouvernement, tant les positions et les lignes d'action se confondent curieusement depuis plusieurs mois sur quasiment l'ensemble des sujets de la vie nationale. Un Parlement qu'on fait démissionner de son rôle de légiférer et surtout de contrôler l'action du gouvernement. Rôle inscrit en noir sur blanc dans la loi fondamentale du 18 janvier 1996. Tenez, faut-il rappeler que l'Assemblée nationale et le Sénat, qui parlent constamment de la crise anglophone, n'ont jamais été sur le terrain, mesurés par eux-mêmes les tenants et les aboutissants de ces tensions sociopolitiques qui ont déjà presque 3 ans. N'ont jamais créé une commission d'enquête parlementaire, comme le dispose la Constitution sur cette question. Prenant le contre-pied de ces missions constitutionnelles assignées aux 2 chambres du Parlement, le président de l'Assemblée nationale a littéralement célébré le président de la République à l'ouverture de la session parlementaire du mois de juin qui vient de se refermer. Kava Ege Djibril a joué le fou du roi, titrait ainsi un confrère de la presse écrite. À un peu plus de 15 ans d'existence, la Commission nationale anticorruption, la CONAC, créée en 2006, a produit une dizaine de rapports sur l'état de la corruption au Cameroun. Certains de ces rapports, très détaillés et crédibles, ont indexé des personnalités bien connues et nommées du sérail camerounais. Ces rapports, comme les textes de la CONAC le stipulent, sont déposés sur la table du chef de l'État. Jusqu'à ce jour, très peu d'enquêtes ont été ouvertes sur les personnes ainsi incriminées. À quand la fin de cet assassinat organisé des institutions dans ce pays? À demain. Coquille vide pour ces institutions qui sont assassinées et qui meurent de leur propre mort. Donald Brice Kamgan pour cette colère-là encore brillante pour ce matin. Pour ce qui est de cette commission de l'ex, puisque désormais on doit l'appeler ainsi, l'ex-commission nationale des droits de l'homme et des libertés, présidée par Shemouta Banda Divine. Et on sait tout récemment la polémique qu'il y a eu avec son vice-président James Mwangekobila, qui est, comme vous le savez, également vice-recteur à l'université de Douala. D'ailleurs, dans l'une des réformes de cette institution qui devient la commission des droits de l'homme du Cameroun, comme vous l'avez dit tout sèchement, on voit très bien que on fait bien et à dessein de dire que désormais la fonction de membre de la commission n'est pas compatible avec tout autre emploi. Et ce qu'on ajoute à côté est tout à fait mesquin. On dit, hormis les activités de recherche, d'enseignement et de consultance. Est-ce qu'on a voulu un tout petit peu ouvrir la brèche à celui qui s'est toujours comporté comme l'opposant numéro 1 du président Shemouta Banda au sein de l'ancienne commission des droits de l'homme et des libertés? C'est l'une des questions. Mais également, il faut dire qu'on a réduit, et ça vous avez raison, le nombre de membres. On passe de 30 à 15 membres désormais. Ça aussi, il y a un message. Ce qui est le plus intéressant, c'est qu'on a supprimé la représentation politique des membres dans cette commission. Vous savez, on choisissait des membres également de par leur appartenance des partis politiques. Là, désormais, on ne s'en tient qu'à des personnalités qui jouissent, comme toujours, ça s'est fait également au Conseil constitutionnel, vous le savez, qui jouissent d'une bonne moralité. Comment on apprécie la bonne moralité? Là, ne me posez pas cette question-là. En tout cas, donc, on est clairement dans une affaire qui a été créée en 2004,
qui déjà avait d'énormes soucis parce que ses rapports étaient non contraignants, mais on vient encore de torpiller ce qui était déjà suffisamment, on va le dire, une coquille vide pour la rendre encore plus vide. Ceci vaut pour cette commission, comme vous l'avez dit, comme pour la CONAC, comme pour la NIF, comme pour ELECAM, comme pour toutes ces autres structures qui sont chargées d'accompagner, qui sont censées accompagner l'État, mais qui malheureusement, on le voit très bien, sont grippées dans leur fonctionnement. Alors, Mélène, quelle est votre analyse? Quelle est comment justement expliquer tout cela? Non, je vais à votre suite pour ajouter, c'est un peu la commission, l'ancienne commission nationale des droits de l'homme et des libertés, que en fait, pourquoi ne pas la dissoudre complètement? Parce que ce qui a apporté même le problème, on ne l'a pas effleuré. Le président Divine Titu Banda dit que on adresse les rapports au chef de l'État. Il ne les répond jamais. Il ne donne aucune instruction. Comment on fait? Et là, l'Assemblée nationale est devenue, comme on a toujours dit, comme une espèce de caisse d'enregistrement, de chambre d'enregistrement, ou de caisse de résonance de l'exécutif. Donc, au lieu de résoudre, ça veut dire que l'Assemblée nationale, les députés n'ont même pas su quel problème se posait là-bas, pour exiger au gouvernement, à l'exécutif, de donner des propositions, ou que eux-mêmes, les députés, s'en chargent. Mais comme c'est comme une chambre d'enregistrement, bon, on dit d'accord, puisqu'on on se limite à ça. Effectivement, c'est un assassinat. Et le terme n'est même pas assez fort. S'il y avait un terme beaucoup plus fort, c'est là des institutions de notre pays. Et regardez, est-ce que vous avez déjà entendu que l'Assemblée nationale du Cameroun a fait une commission d'enquête? On refuse, même dernièrement, avec le glissement des dates pour l'organisation de la CAN. Je pense que les députés SDF ont demandé une commission d'enquête, personne ne vous répond. Ils ne veulent pas de ça. Donc, c'est vraiment cette institution-là, bon, elle est là, au risque de nous... Donc, finalement, tout se décide à la présidence. Oui, tout se décide à la présidence. C'est la seule institution qui est digne de ce nom. Non, qui a extrapolé ses pouvoirs. Parce que c'est aussi, quand vous outrepassez vos pouvoirs, vous n'êtes pas digne. Vous ne pouvez pas être digne. Oui. Voilà, parce que moi, je pouvais même aller plus loin, comme le professeur Olinga. Il disait que, bon, comment l'Assemblée nationale accepte, par exemple, modifier la Constitution, alors que la Constitution dit elle-même que ça doit être tout d'un congrès. Ce n'est pas le congrès qui a modifié la Constitution de 2008. Donc, là, quand l'exécutif, la présidence vous amène à piétiner vos lois, tout ça veut dire qu'elle-même, elle veut s'assassiner. Et c'est tout. Regardez le Sénat. Vous dites bien que, apparemment, quand je dis apparemment, je me fie au texte, le Sénat représente les collectivités territoriales décentralisées. Très bien. C'est d'ailleurs les conseils municipaux qui les élisent. Mais est-ce que vous avez l'impression que les sénateurs, quand ils sont là, ils savent ce que veulent les populations dans les 360 communes? Moi, je ne vois rien. Oui. Je vois seulement le sénateur nommé par le président de la République à Douala, le secrétaire général de l'UNDP. Befambo Gayab, lui, il a dit: nous avons accompagné l'Assemblée nationale dans le vote des lois. C'est pour ça que vous êtes là? Je dis non. L'autre institution qu'on a assassinée depuis longtemps, Conseil économique et social. Voilà une institution qui doit avoir 150 membres. Il n'y a que 3 qui sont vivants. Ayang Luc, Fotso Victor, Nzete Emmanuel. Et c'est l'Assemblée nationale qui demande au Conseil économique et social, qui n'existe plus, ça c'était en 2017, de conseiller le chef de l'État pour les dérèglements climatiques, les problèmes écologiques et tout ce que vous appelez les problèmes de... Mais attendez, c'est sérieux ça quand vous le dites? À l'orée de la COP21 à Paris. Demandez-moi, monsieur Fotso Victor, j'étais Emmanuel, ils vont dire au président de la République, comme vous savez là, les saisons, voilà. Attendez, il faut quand même qu'on soit un tout petit peu sérieux. Donc, vraiment, le terme d'assassinat... S'il y avait un terme aussi plus fort que ça, je l'aurais utilisé. Ok, on va passer à Karine. Karine, vous, quel est votre regard là-dessus? Par rapport à l'assassinat des institutions au Cameroun, il y a une chose qui reste quand même criante. Vous voyez, depuis l'éclatement de la crise anglophone,
la seule institution qui a pris la parole à chaque fois par rapport à cela, c'est la présidence de la République, dans les discours. Et la chose qu'elle a faite en premier, c'était de créer une commission de bilinguisme et multiculturalisme. Depuis 2016, on a déjà assisté à environ 6, si je ne me trompe pas, 5 à 6 rencontres parlementaires. Et jusqu'ici, dans aucune de ces chambres, on a soulevé la question anglophone. On parle des collectivités territoriales aujourd'hui. Le Sénat est plus proche en principe des populations que les députés. Et jusqu'à aujourd'hui, même le Sénat n'a jamais levé le petit doigt sur la question anglophone. À chaque fois que toutes ces personnes parlent, c'est par rapport soit à un problème politique lié à un opposant, soit par rapport à une attaque qui s'est faite du côté de Genève ou bien des États-Unis et autres, ou encore aux déclarations des députés comme eux parfois, à l'Union européenne, mais jamais ils ne se sont levés pour parler véritablement de la crise anglophone. C'est une institution, et l'institution existe parce qu'il y a un peuple, parce qu'il y a une population à laquelle on doit rendre des comptes. Lorsqu'on parle de la crise anglophone aujourd'hui, on a l'impression que ça ne concerne que le président de la République, et pas l'Assemblée nationale, et pas le Sénat, et rien d'autre, peut-être encore un peu le ministre de la Communication et le Premier ministre. Ok, d'accord, on va également dire une chose. Hein. D'ailleurs, vous convoquez la dynamique des contre-pouvoirs lorsqu'on évoque la présidence, justement dans une architecture institutionnelle. Il faut forcément avoir des contre-pouvoirs et c'est d'où la séparation des pouvoirs. Et quand vous évoquez justement le Sénat et l'Assemblée nationale, on voit très bien que le pouvoir législatif n'est pas suffisamment en contrepoids, un contre-pouvoir, comme on dit, check and balance avec l'exécutif. Dominique Audrey. Sur la question, je pense que le développement ou bien le bon fonctionnement d'un État repose sur la qualité de ses institutions. Et aujourd'hui, on est poussé à se dire que ces institutions, puisque gouvernées par des hommes, sont à l'image des personnes qui les mettent à ces personnes-là. Si on se dit qu'aujourd'hui, des commissions ne peuvent pas fonctionner par elles-mêmes, fonctionner librement, les institutions, je veux dire, ne peuvent pas fonctionner par elles-mêmes, je me dis qu'on n'a pas besoin de les créer. Qu'est-ce qu'on fait? On attend que les décisions soient juste... On nous pond un communiqué et on applique juste les décisions de là-bas. Parce que si on reste à attendre qu'une commission ou bien une institution mise sur pied fasse son travail et qu'elle ne le fasse pas, ou bien qu'une personne ne puisse pas, un directeur général ou bien la personne à la tête de la commission ne puisse pas prendre une décision par lui-même, ou bien que la décision soit remise ou bien bottée en touche par après, je pense que c'est mieux qu'on n'en crée pas. Voilà. Alors moi je vois bien qu'il y a beaucoup de commissions. Hein. Il y a la commission des droits de l'homme, la commission anticorruption, vous savez, nationale anticorruption. Vous avez, on prie là-bas. Il y a la CONAROUT sur la route, il y a le Conseil national de la consommation. Il y a beaucoup de institutions comme ça. Il faut peut-être préciser que la commission anticorruption a dit elle-même qu'elle ne peut plus lutter contre la corruption. On prie. Oui. Ils ont dit ça, ils ont dit qu'il faut se référer à Dieu. D'accord. D'accord. On attend Donald, oui, j'ai recensé ces trois instances en guise de symbole de cet assassinat en masse de nos institutions. Vous savez, en raison du contexte sociopolitique actuel au Cameroun, contexte très tendu, il est difficile que les violations des droits de l'homme ne se fassent pas. Il est difficile. La Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, justement, était là pour relever ces observations-là. Il est porté à l'attention du gouvernement. Il faut rappeler que la Commission des droits de l'homme et des libertés, qui est désormais la Commission des droits de l'homme du Cameroun, liberté tout court, liberté a été tranchée, comme la CONAC, comme d'autres instances, comme le Conseil économique, sont des instances qui ont pour un rôle consultatif. En français facile, ça signifie que ces instances rendent des avis. Des avis pris en compte ou pas. Oui, voilà. Donc ils vous disent, voilà ce que nous pensons, vous en faites ce que vous voulez, vous mettez en œuvre les recommandations ou non. Donc, ne serait-ce que sur ce plan-là, ça pose déjà problème, parce qu'il n'y a pas une force contraignante. Deuxième élément, c'est le chef de l'État qui nomme l'ensemble des membres qui sont au sein de cette instance. N'allons pas très loin. Au Gabon voisin, l'instance, la Commission nationale en charge des élections a 8 membres. 4 sont nommés par l'exécutif et les autres sont des représentants de l'opposition. C'est-à-dire qu'à un pays proche comme nous, sans que ce soit le paradis, on voit bien qu'il y a
un cap au moins qui est franchi. Je disais donc, en raison de ce contexte qui est frileux, les violations sont presque inévitables. La Commission des droits de l'homme est sortie du lot en prenant constamment la parole sur les violations qui sont observées. Peut-être en raison de l'origine de son président. Shimoto Divai Banda est originaire de la région du nord-ouest, je crois, en tout cas de la région anglophone, et c'est pour ça qu'il est peut-être plus sensible aux violations qui sont sur le terrain et qui sont presque quotidiennes dans ces régions-là. Je voulais terminer en disant que les institutions ne valent que ce que valent les personnes qui les incarnent. Très bien. Lorsqu'on a affaire à des personnes qui n'ont pas l'intérêt supérieur de la nation à la tête de ces institutions, elles ne peuvent que fonctionner de cette façon. Mais également, comme vous l'avez dit, du cahier de charge des fonctions les missions qui les sont confiées, on voit également que la commission anticorruption en Afrique du Sud aujourd'hui est en train d'auditionner un ancien président tout de même. On aimerait avoir au Cameroun un exemple comme ça, où la CONAC, justement, où le pasteur révérend Massingams auditionne lors d'audiences publiques à la télévision des personnalités bien connues sur des cas qui sont bien démontrés et au bout de ces auditions, la commission délibère et transfère le dossier justement donc à la justice. Donc voilà des exemples qui sont, vous l'avez dit à côté de nous, qu'on peut prendre au Cameroun. Très beau rêve. Madame, monsieur, restons ensemble. Dans un court instant. De Douglas de Yaoundé qui nous dit, de Ulrich de Yaoundé plutôt, qui nous dit, Douglas North, prix Nobel d'économie en 1993, nous dit dans son livre Institutional Change and Economic Performance que les institutions fortes sont le préalable au développement d'un pays. Dans notre cas, il faut repenser l'État et les institutions et opérer une refonte. Voilà. Vous voyez, par exemple, une commission. D'ailleurs, c'est là où vous avez chuté Donald Brice Kamgan et qui m'a intéressé, quand vous évoquiez Shemouta Divine Banda, ou bien si vous voulez Divine Shemouta Banda, qui est le président de cette commission. Normalement, cette commission a été créée, quand vous lisez les textes, vous sentez que, comme vous l'avez dit, c'est un avis consultatif, rapport non contraignant, donc forcément ce qu'ils disent là-bas c'est pour eux. Le président peut en prendre le compte s'il en a envie, donc ils n'ont pas vraiment d'impact. Mais sauf que la personnalité forte de Shemouta Divine Banda a fait en sorte que ces déclarations, ces sorties, ces rapports ont fait craindre quand même le pouvoir. Mais ce type-ci quand même, si on continue à le laisser débiter tout ce qu'il débite là, on risque de se retrouver coincé. Surtout que ça se passe dans un contexte international où les regards sont braqués sur le Cameroun, où les ONG pondent des rapports sur le Cameroun. Alors, vous avez une commission qui est étatique, qui pond également des rapports. Si chaque fois que le ministre de la Communication sort pour dire que Human Rights Watch, Amnesty ou encore International Crisis Group sont des ONG qui, entre guillemets, veulent déstabiliser le Cameroun, et dans le même temps, vous avez une commission étatique qui dit à peu près la même chose que ces ONG-là, ça fait un peu désordre. Donc, il faut tout faire pour l'affaiblir ou pour l'assassiner. Non, mais l'équation est tout de suite trouvée, c'est simple, il faut le comprendre ainsi. Non, oui, c'est comme ça, vous avez raison. Oui. Mais sauf que ces gens oublient une chose, que Amnesty International, c'est une commission comme celle-ci, oui, qui est d'origine allemande et qui a été créée justement pour apporter un contrepoids, pour aider le gouvernement allemand à bien apprécier les situations. Oui. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire avant que M. Divine Banda arrive, c'était Salomon Formoué, oui, qui était là, paix à son âme. Il commençait à faire d'abord apprécier l'état des prisons dans notre pays. Très bien. Donc, quand M. Divine, l'actuel, commence à dire mais les surpopulations carcérales, on a mais attendez, parce que vous voyez seulement le premier anglophone. Non, il a commencé depuis longtemps. Oui. Et il avait comme adjoint M. Grégoire Rona. Donc il fallait donc trouver quelqu'un, un juriste maintenant de formation, oui, et il faut mettre là pour être un bon contre-pouvoir d'abord sein de la commission. Oui. Parce que précisément, et comme vous avez dit, vous avez raison, chaque fois la commission envoie des rapports, on vous dit ah oui, on va même délocaliser la prison de Neubel vers PK16 ou 17 là-bas. Depuis au moins 1000 ans, on en parle, on ne fait rien. Donc, voilà le problème. Oui. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un État qui a une orientation stratégique doit faire en sorte que sa commission des droits de l'homme
doit être membre de l'Union africaine, doit être membre consultatif de l'Organisation des Nations Unies. Voilà. Et ça te permet donc d'aller apprécier les situations des droits de l'homme dans le monde entier. Nous, ici, non, on n'a pas besoin des institutions fortes, mais on a besoin des hommes forts. Voilà. Et maintenant, vous avez donc un homme qui peut, lui, se permettre certaines libertés. On lui dit, mais attendez, de toutes les manières, vous êtes anglophone, hein, vous êtes ceci, vous êtes ceci. Ce sont eux qui commencent. Voilà comment c'est ça qui embête les situations, au point où, aujourd'hui, dites-moi la vérité. Est-ce que M. Fosso Victor, ayant lu que c'était Emmanuel, peuvent conseiller le chef de l'État pour le dérèglement climatique? Ils étaient à COP21. D'accord. Entre nous. La réponse va de soi. Allez-y, Donald Brice Kamda. Oui, je voudrais dire que les institutions qui ont pour rôle, justement, de faire des observations sur la façon dont les droits de l'homme, les questions de liberté sont gérées, sont censées faire des observations au gouvernement pour s'aider également à s'amender. Le pouvoir essaye d'anéantir ces institutions-là, croyant faire du mal aux autres à l'opposition et aux autres acteurs de la société civile, mais il se fait également du mal puisque dans le contexte actuel, j'imagine bien que le chef de l'État doit être l'homme le plus malheureux du monde en ce moment, seul, avec tous les projecteurs de la communauté internationale braqués sur le Cameroun. Vous voyez très bien. Malheureux, pourquoi? Vous voyez très bien que. Mais l'homme crée une situation parce qu'il veut être en selle, il est en selle, vous dites qu'il est malheureux. Vous voyez bien que dans le contexte actuel, en raison de la situation politique qui est tendue et qui perdure, le gouvernement est en difficulté face aux acteurs internationaux qui regardent et qui peuvent imposer leur agenda à tout moment au système gouvernant actuel. Si le Parlement, si on avait permis au Parlement de faire son travail, c'est-à-dire d'enquêter, de mettre en place une commission d'enquête parlementaire, de descendre dans les régions du nord-est et du sud-ouest, attirer l'attention du gouvernement sur les risques d'enlisement de la crise, ça aurait peut-être permis de ne pas arriver à la situation. Qui doit donner l'autorisation au Parlement, Donald Brice? Le Parlement doit prendre lui-même ses responsabilités. Je veux dire que, et vous savez très bien que la volonté du Parlement est celle du chef de l'État. Ah, d'accord. Oui, mais c'est ce qu'on veut dire ici. C'est que, mais c'est donc, il faut donc qu'on commence à dire le normal, ce qui est normal. Voilà. Demander au président de l'Assemblée nationale que ce qu'il fait là n'est pas bien. Le problème avec il faut le dire jusqu'à ce que ça change. Le problème, et d'ailleurs je l'ai toujours dit, et je continue à le dire, le problème c'est que vous avez des hommes politiques qui ne tirent leur légitimité que sur la base d'un décret ou qui tirent cette légitimité qu'à la présidence. Vous pensez que si vous aviez des députés ou des sénateurs qui ont un fort ancrage territorial, qui dans leur terroir sont incontournables comme on voit partout ailleurs, ou vous savez que vous êtes dans un village, vous savez que vous faites n'importe quelle élection ici, celui-ci va gagner, même si vous faites des tripatouilles, mais vous avez des gens qui ont une proximité aérienne avec les circonscriptions électorales où ils sont élus par exemple, et qui se disent que bon, de toutes les façons, si je vote une loi bizarrement à l'Assemblée nationale, il n'est pas certain que à la prochaine mandature je sois ou bien investi ou bien que je sois réélu à cette fonction. On a vu des députés dissidents des partis politiques ailleurs. Un député dit oui, certes, il y a une discipline de parti. Le président du parti est également le chef de l'État, mais je décide de prendre à main une telle question et à la prochaine mandature, pour lui faire payer son audace, on lui enlève justement l'investiture, il ouvre une liste dissidente qui finit par gagner. Et il négocie son retour dans le parti politique en imposant cette fois-là ses conditions. C'est comme ça la politique. Sinon, vous allez retrouver des gens qui sont là, qui ne respectent qu'une seule personne. Et vous avez dit finalement, ça dessert nos intérêts. Ça dessert l'intérêt du président parce qu'au final, il n'a pas suffisamment de personnes qui pèsent nous pour lui dire, bon écoute, dans cette partie du pays, nous voulons ça parce que je suis porteur des aspirations de tel département. Ou de tel, mon problème, est-ce que le président lui voulait ça? Est-ce qu'il voulait vraiment que les gens lui disent la vérité de ce qui se passe? La preuve, il y a un certain Adama Moudi, comme vous dites, et là vous avez raison de relever cet aspect. Oui. Monsieur Adama Moudi dit qu'il est candidat pour être président de l'Assemblée nationale. On se méfie de lui alors qu'il est du RDPC. Voilà. Il est le Nord. Mais depuis là, on ne parle plus. C'est comme vous dites, on coupe la tête, on lui dit, mais attends, qui vous a demandé de partir?
Et comme il n'est pas très ancré sur le plan territorial, parce qu'il est un député qui était coopté depuis Yaoundé. Voilà. Non, sur le plan territorial, justement, parce qu'on a procédé par des tripatouages pour l'écarter. Parce que lui, il gagne ces élections de manière normale. Maintenant, parce que celui qui gagne donc par des tripatouages risque de perdre, on lui dit, monsieur, basta. Donc il sait comment il a fait pour gagner. Donc il sait qu'on peut faire en sorte le pouvoir élimine tous les contre-pouvoirs. Oui. Croyant faire du mal aux autres, alors qu'ils se plantent également couteau dans le pied. Voilà. Ailleurs, les institutions fonctionnent bien. En France, par exemple, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise des élections. Bien sûr. Mais parce que les pouvoirs sont séparés, chacun respecte les missions pour lesquelles il est nommé. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de contestation des résultats de la présidentielle en France. D'accord, très bien. Je veux juste ajouter, puisqu'on parle de la France, que François Durugy, qui est le ministre écologiste numéro 2 du gouvernement français, a démissionné hier suite aux révélations de Mediapart. Je rappelle que au Cameroun ici, nous faisons ce travail, nous dénonçons, ancien président de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, justement. Et ce qu'on lui reproche, c'est dans ce temps où il était à l'Assemblée nationale. Le lien que j'ai envie de faire avec le Cameroun, c'est pour dire que les médias sont une institution aussi. Ça veut dire que le quatrième pouvoir est une institution. Ça veut dire que le quatrième pouvoir permet aussi un contrepoids à l'exécutif. Lorsqu'on affaiblit ce quatrième pouvoir, comme on le voit au Cameroun, lorsqu'on dit bavardez, dites ce que vous voulez, ça ne changera pas d'un seul iota. Nous arrivons justement à des cas où vous avez des ministres qui sont impliqués dans des échecs patents et monstrueux, mais qui sont toujours en fonction et qui sont parfois même récompensés et qui sont promus. Donc malheureusement, voilà en France, un site d'investigation Mediapart fait sortir une information sur un ministre qui aurait utilisé l'argent du contribuable d'une manière pas très catholique. Pas très catholique. Le ministre d'abord s'est expliqué, il a fait tout ce qu'il a pu, mais au final, il a démissionné par la pression des médias. Il a finalement démissionné parce que là-bas, le système de contrepoids, ça marche. Donc, ce que vous dites de la presse canadienne, c'est tout à fait vrai. Il faut justement que l'exécutif ait en conscience que les contrepoids ne sont pas forcément les gens qui veulent déstabiliser le Cameroun, en réalité. Voilà. Alors, on congèle un autre message. Je voulais savoir pourquoi le Sénat n'a jamais prêté oreille à la crise anglophone. J'ai besoin des précisions. Monsieur Atangana Roger depuis Douala, qui nous écrit ce matin un autre message qui nous parvient à l'instant. Un enfant qui satisfait un adulte n'est pas un enfant. La vie, c'est un choix. Jeannot de Moutengene qui nous écrit aussi. Alors, pensez-vous que le président de la République soit au courant de tout ce qui se passe dans ce pays? Un autre message. Je suis qu'un phare de Kribi. Je me demande si la solution n'est pas la décentralisation du pouvoir politique. Parce que quand ça marche, on y est. Mais quand ça rame, c'est toujours le président qu'on visera. Tout à fait. Ça a marché quand même. En tout cas, c'est clair. Et quand il parle de décentralisation, il faut dire que justement, nous avons l'exécutif communal. La mairie est une institution. Les communes sont une institution, sont des institutions. Et le Sénat qui devrait être leur relais. Et on a affaibli ces communes-là aussi. Voilà. On a assassiné les communes justement. Pour l'instant, on va bientôt mettre les régions en place. On les a déjà assassinées avant qu'elles ne soient déjà en place. Donc vous voyez, on est dans un domaine, ça c'est un sujet quand même très pertinent. On va s'arrêter là, malgré tout ce qu'on peut dire sur ce sujet qui montre bien l'état du Cameroun. On va prendre la revue des réseaux sociaux, Karine, avec vous. Oui, M. Fopoussi, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, on va parler du cas Clarence Seedorf et Patrick Kluivert, limogé de la tanière des Lions. La décision a été rendue publique hier par le président de la FECAFOOT, Seydou Bombon-Dioya. On note que la décision n'aura pas tardé à être prise, 24 heures seulement après que le ministre des Sports ait soulevé le caractère problématique d'un quelconque maintien de ce duo à la tête de l'équipe nationale de football après la contre-performance à la CAN en Égypte sur la toile. Les Camerounais demandent que toutes les têtes soient coupées et pour certains le problème n'est pas juste les entraîneurs et les internautes révèlent que si on s'en tient aux émoluments du ministre des Sports, l'État devrait verser 2 milliards 264,4 millions de francs CFA suite au licenciement de Hugo Boss et de Patrick Kluivert.
Clarence Seedorf et Patrick Kluivert. Alors, déjà sur ce chiffre-là, rien n'est confirmé. Hein. Attention, il ne faut pas sortir des chiffres parce qu'il faut sortir des chiffres. D'ailleurs, je rappelle que dans le communiqué du président d'Africa Foot, lorsqu'il annonce dans ce limogeage-là, il parle de clauses résolutoires qui ont conduit justement à cette décision. Les clauses résolutoires. Quelles sont-elles? Justement, ces clauses-là, on ne peut que supputer, bon, Bengan, peut-être c'est l'obligation de résidence au Cameroun, peut-être que c'est les mauvais résultats qui avaient été mis dans ces clauses résolutoires pour dire, bon, écoutez, en cas de mauvais résultats pour la CAN, mais sauf que on est dans une situation donnée. D'ailleurs, c'est un ancien qui disait que la publicité, je ne sais pas exactement le terme de cela, il disait que la publicité est un avantage pour le peuple. Pour dire quoi? Pour dire que lorsqu'on prend des décisions, nos dirigeants ont l'obligation de rendre public certaines choses. Pour qu'au moment venu, on ne soit pas en train de tirer vers tous les sens. Comme on voit, si on nous avait dit clairement ce qui était inscrit dans le contrat de Clarence Seedorf, quel était l'objectif précis, qu'est-ce qui était prévu, tout ça, nous n'en serons pas là on suppute. Depuis là, on suppute. On dit qu'il aurait eu 4 ans de contrat, il aurait eu une obligation de non-résidence au Cameroun. Tout ça, ça pose un réel problème. On voit ailleurs, on dit des choses et tout le monde sait ce qui va se passer. Et vous avez raison d'utiliser le mot supputation. Oui. Justement parce que là, on ne sait même pas. Il y en a qui vous disent on lui a versé un an de salaire. C'était ça, on te paye un an en avance. Pourquoi? Pour quelle raison? Pour lui permettre de ne pas résider ici. On ne sait pas. En fait, la vérité, c'est quoi? C'est que l'exécutif, le pouvoir exécutif ne veut pas que les citoyens camerounais s'intéressent aux problèmes de fond. Par exemple, pour le cas des Lions indomptables, on ne souhaite pas au fond. C'est pour ça qu'on dit on prend 2 têtes, on les coupe. Comment se fait-il qu'un entraîneur gagne la CAN, on le limoge? Un entraîneur perd la CAN, on le limoge. Vous allez analyser ça comment? Pierre Lechantre, lui, il a gagné, on l'a limogé. Hugo Brosse, il a dit, il a gagné, on l'a limogé. Celui-ci perd, on le limoge. Vous allez, quelle grille d'analyse vous allez avoir? Et en plus, le banc de touche, apparemment, c'était une vingtaine de personnes. C'était une vingtaine de personnes. Bon, et j'avais dit ici, 23. J'avais dit ici que la vidéo qui montrait Boumson en train de danser, il faisait dans les danses. On m'a dit ici sur ce plateau que non, un entraîneur doit être ouvert avec ses joueurs. Ouais. On doit faire beaucoup de choses. Donc ça veut dire donc que les Boumson, les Olembe, oui, les Tchato, les joueurs des palais. Bon, eux ils étaient donc là-bas pour prendre les informations et envoyer au ministère pour dire quoi. Donc ils n'assistaient pas les Lions. Non, attendez, si vous dites que le banc de touche n'a pas marché, il n'y a que 2 têtes qui partent. Les autres faisaient quoi? Surtout Jean-Alain Boumson. Voilà, la FIFA a imposé qu'il y ait des conférences avant et après match. Que les autres donc viennent nous dire en quoi, parce que l'entraîneur Bellinga l'avait dit lorsqu'on était au Brésil. Il est venu, il a fait une sortie publique, il a dit, mais le coach ne m'écoutait pas, c'est pour ça que je suis resté dans l'hôtel. Moi, je ne peux pas être là comme un figurant. Voilà. Mais que les Bill Tchato viennent donc nous dire, si bon, peut-être d'envoyer les informations à la DGRE pour que le gouvernement s'en serve pour. Et mais là, comment se fait-il que ce genre de Boumson joue là dans l'équipe? Voilà, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Donc, c'est un joueur, on l'a vu en France, d'ailleurs, et ça qui est énervant, c'est qu'il a joué pour la France, hein. Non, mais on a même eu pire. Yannick Noah a été sélectionné ici comme préparateur psychologique des Lions indomptables. Quand il vient, il dit, moi je ne veux pas de salaire. J'aime pas de tout. J'ai mon contrat avec la compagnie aérienne française. Je peux aller n'importe où, même si c'est au point de moi. Mais il s'est trouvé que quelqu'un a pris son salaire. Il a imagé 16 millions au nom de Yannick Noah. Yannick Noah est sorti. Il a dit, mais j'ai dit que si quelqu'un a pris l'argent à mon nom, qu'il rembourse. On n'a jamais rien fait. Donc voilà dans cette situation. Donc le pouvoir exécutif a mis 4 choses pour qu'on ne s'occupe pas de vrais problèmes. Il a mis le football, il a mis les églises, il a mis le sexe, il a mis l'alcool. Donc chaque fois, vous avez vu que même les députés nous ont amené là-dessus. Le prix de la bière va augmenter. Tout le monde est entré là-dedans sans savoir même quelle est la loi des finances prévoit même quoi cette année. D'accord. Ok. Donald, sur ce limogeage, c'était ce qu'il fallait faire? Oh, il faut certainement qu'un sélectionneur qui est le responsable direct de son équipe nationale
rendre des comptes après une campagne foireuse comme celle-là. Mais les niveaux de responsabilité sont plus importants que cela. Entre 2010 et 2019, le Cameroun a utilisé plus de 10 coachs. Je crois que c'est inédit en Afrique et même dans le monde éventuellement. Est-ce que tout c'était mauvais? Est-ce qu'il fallait chaque fois faire partie le sélectionneur? Vous connaissez très bien le flou qui entoure le processus de recrutement des entraîneurs au Cameroun. Jamais les salaires sont très généralement pas connus. Les contours du contrat après les départs, c'est le plus souvent en queue de poisson, comme c'est le cas avec le coach néerlandais. Nous sommes dans la mafia. Quelques têtes de la mafia sont tombées, mais les acteurs principaux sont là. D'accord. Alors, Dominique Audrey, on parle désormais de mettre en place un coach national, un Camerounais national, à la tête de l'équipe nationale. Alors, beaucoup évoquent le nom de Jean-Paul Akono parce que nous sommes toujours nostalgiques de ce qu'il a apporté pour le Cameroun, Jean-Paul Akono. Il y a également, moi personnellement, j'opte pour Thomas Bibi, qui a fait un excellent travail avec les U17 pour cette canne gagnée tout récemment. Donc, vous, sur cette question, vous dites quoi? Sur le choix de l'entraîneur, vraiment, je ne vais pas me prononcer dessus. Je ne vais pas me prononcer dessus parce que je me dis, je suis certaine que peu importe la personne qui viendra là, forcément, ça finira toujours en sucette, comme avec les autres. Absolument. Le ministre a parlé de la refonte de toutes les sélections nationales du Cameroun. On attend de voir ce que ça va donner. Sur ce plateau, je crois qu'on a parlé du staff qu'on a trouvé énorme. Et parmi les griefs à Clarence Seedorf, on a parlé, j'ai lu qu'il a parlé de carence de staff technique. Je ne sais pas, ça veut dire qu'il aurait fallu beaucoup plus de techniciens. Il a parlé de l'incivilité des joueurs par rapport à l'autorité de l'État, de l'insubordination. Ça a un impact également sur le jeu. Moi, j'en sais rien. Quel est le résultat qu'on attend d'un enfant qu'on fouette, par exemple, avant qu'il aille à l'école? Qu'il fasse bien ses devoirs? J'en sais rien. Forcément, on ne pourrait pas s'attendre à avoir une victoire. Bon, s'ils ont attendu la victoire, vraiment, j'en sais rien. Mais je rejoins Madame Fégon de Noix, c'est Noix, voilà, qui dit que si les entraîneurs partent, tout le reste également doit les suivre. Et qu'attend-on d'un enfant qui va à l'école quand on lui refuse la nourriture? Non, quand on fouette l'enfant le matin. Oui, j'ai compris. Mais okay, maintenant, quand en plus on lui refuse la nourriture, parce qu'ils ont quand même fait grève pour qu'on paye leur prix. Ce n'est pas le fouet, c'est lui refuser la nourriture dans ce cas. Quand on refuse la nourriture. D'accord. Et qui a bien faim. Par rapport à cette situation, il y a plusieurs choses qui ont été révélées. Mais ce qui retient plus mon attention, c'est que j'ai lu quelque part, les Lions ont joué pour 20 millions en Égypte. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on leur a donné 20 millions. Ils sont allés là-bas, ils ont joué pour 20 millions, 4 matchs. Mais le ministre a parlé de 32 millions. Ils doivent gagner plus, ils ont des sponsors qui Nous, donnent on plus connaît d'argent. 20 millions. Oui, j'ai dit oui, mais parce que même là, il y a un débat. Pourquoi ils lui prennent beaucoup d'argent? Il y a les militaires. Non, chacun a son contrat. Quand un joueur gagne 1 milliard par mois, c'est son problème. Il y a des gens qui sont prêts à lui donner 1 milliard. Si moi, je gagne le SMIC, eux, on ne parvient même pas à me donner mon SMIC. C'est mon problème. Ils ont choisi. Mais au final, c'était quand même fort, ça s'expliquait. Le problème qui se passe ici avec l'équipe nationale, c'est comme on disait des institutions tout à l'heure, c'est que le président de la République doit décentraliser. Là aussi, il a plombé la gestion des équipes nationales au Cameroun. La direction technique est à la FECAFOOT, la direction administrative et financière est au ministère en charge des sports. Lui-même, la présidente de la République, s'occupe du choix des entraîneurs. Mais attendez, quand lui choisit un entraîneur, il lui donne un cahier de charges et vous demandez à la FECAFOOT parce que c'est elle qui est reconnue par la FIFA. Non, c'est des choses. Même dernièrement, vous parliez tout à l'heure de l'entraîneur local. Quel entraîneur local peut accepter ces pressions? D'abord, même Michel Kaham l'a dit tout à l'heure. Et il a toujours dit que lui veut un collectif des entraîneurs locaux. Ça veut dire que lui-même, le président de l'association camerounaise des entraîneurs de football, dit que nous ne pouvons pas. Si vous nous mettez là, nous n'allons pas faire le jeu par rapport aux pressions qu'on va nous faire. Mais ce n'est pas par rapport à la technique. On ne va pas les laisser la main libre. D'accord. Mais monsieur Fopossi, quand même, je vais relever un petit point. On parle aujourd'hui, on rigole, on est content d'avoir eu des Lions de volleyball qui ont remporté la Coupe d'Afrique en Égypte. Mais on vous rappelle qu'en ce moment même, le ministre des Sports était en Égypte.
En ce moment où elles étaient qualifiées pour la finale, le ministre des Sports était en Égypte. Il n'a pas assisté à la finale, mais il est venu, c'est à lui qu'on a donné le trophée, il a brandi le trophée. Et j'ai lu une presse en ligne qui a écrit « Le ministre des Sports a l'art de récolter ce qu'il n'a pas semé ». Et ça s'explique, parce qu'il est le premier à sortir et dire que Patrice Kluivert et Seedorf n'ont rien foutu. Et au final, lui-même, est-ce qu'il est ministre du football ou il est ministre des sports? Ok. Alors, moi, ça m'étonne parce que comment on peut faire pour que notre équipe nationale puisse être performante? Est-ce qu'on va au final, s'en remettre au hasard? Adieu. Comme chaque fois, on doit décentraliser. Non, vous savez, le Cameroun, impossible n'est pas Cameroun. Même à la dernière minute, on peut gagner. C'est quand le Cameroun est au dos au sol que le Cameroun ressort son génie. Est-ce que finalement, ce n'est pas ça qui marche pour nous? Parce qu'au final, on a tout essayé. Hein. On était dos au sol en Égypte. C'est le hasard. Je vous dis une chose, chaque fois que quelqu'un arrive au ministère des Sports et qui veut que les choses marchent, on l'enlève. Oui. Je vous prends un cas. Le professeur Joseph-Marie Bepounboum prend cette équipe après la débâcle de 94 aux États-Unis. Quand il vient, il dit, je me rappelle encore, je suis ministre, je suis technicien de droit. Apparemment, c'est la lecture des problèmes de droit et la FIFA et tout, le Cameroun qui fait. Il envisage faire une charte de sport. Et il dit, l'État n'a pas d'argent. C'est là, c'est l'avis du gouvernement. On sort donc cette charte de sport, cette loi de sport votée en août de 96. Mais quand il fait la proposition, d'abord la proposition de projet de loi au sein du gouvernement, on l'écarte. On l'enlève parce qu'il disait, laissons les fédérations chercher de l'argent pour leur fonctionnement. On lui dit, mais ce n'est pas pour ça que vous êtes là. On met donc le ministre Makonwe, on va voter cette loi finalement. Finalement, on ne l'applique pas. Dernièrement, en 2010, Michel Zoa, ministre des Sports, arrive. Lui, il vient s'expliquer devant l'Assemblée nationale en leur disant l'équipe nationale de football, les Lions indomptables sont divisés en clans. Il y a. On lui dit ce n'est pas ça. C'est lui qu'on demande de partir. Et on le fait partir par Ok, moi je voudrais juste personnellement dire quelque chose je vous ai écouté un tout petit peu, mais j'ai envie de demander à Samuel Eto'o, personne ne lui refuse ce qu'il a apporté au football camerounais, au niveau mondial. C'est un génie, le Cameroun n'aura plus jamais un homme comme lui, ça c'est vrai. Mais force est de constater quand même que Samuel ne peut pas tout. On peut le voir un coup, il est en France avec les Lions de notables. Deux coups, il est en Égypte avec les Lions. Il est partout. Vous le voyez à la présidence avec Ahmad. Vous le voyez avec Gianni Infantino. Il est sur tous les fronts. Finalement, quelle efficacité de son action? On parle aujourd'hui quand même d'une affaire et les langues commencent à se délier. L'affaire Zambo Anguissa. Zambo Anguissa, vous voyez là, il a joué 2 matchs où il était titulaire. Il était homme du match. Le 3e match, on le met au banc. On en entend par la suite par des indiscrétions que c'est parce que il a vu, quand Samuel Eto'o est arrivé, il n'a pas salué comme il faut. On doit saluer Samuel Eto'o comment? Ça veut dire qu'il n'a pas fait des coups bêtes. Oh, grand frère, il est passé. Non, il est passé. Et le gars a fait. Et donc finalement, on veut dire à un moment donné quand même. Quand on regarde ce que a dit Petrus Boumal dans la vidéo, allez chercher la vidéo où il parle de la débâcle des Lions. Quand on entend ce que dit Petrus Boumal, par exemple, par rapport à cette écurie de joueurs, Utopia, qui est une agence de joueurs qui a pris en otage les Lions. Il y a trop de joueurs qui arrivent là. Non, il faut essayer d'écarter tous ces gens-là. C'est une pression. Je sais que Wilfried Happy, qui est le fils de l'ancien président de l'organisation, il a ce qu'il a, il fait ce qu'il fait, mais à un moment donné, quand même, il faut privilégier. C'est vrai, il faut placer des joueurs à l'international, il faut utiliser la vitrine des Lions pour augmenter la valeur des joueurs, mais à un moment donné, quand même, pensons au patriotisme, pensons au Cameroun, pensons au vert rouge, pensons aussi que le Cameroun avait besoin de cette canne pour au moins arriver avec un 6e trophée, et pourquoi pas en plus 21 rattraper l'Égypte qui a 7 trophées et être la nation qui est recordman des trophées en Afrique. Veut dire qu'il y a quand même de l'ambition qu'on doit avoir. Laissons nos petites ambitions. Mais qui doit laisser? Il faut interpeller la présidence de la République. Samuel Eto'o n'a pas pris le pouvoir dans la rue. C'est bien le patron de l'équipe nationale qui l'appelle, il lui dit, voilà. Quand il lui dit, mais trouve-moi un entraîneur. Quand il lui dit, c'est toi qui es les yeux et mes oreilles dans l'organisation de la CAN. Et vous avez vu, quand il vient dire au président de la République, on ne va pas organiser la CAN. La CAF risque de, il dit, dis-lui de sursoir.
dites-lui de sursoir cette décision qui aurait dû être prise le 27 septembre à Sharm el-Sheikh, parce que j'ai les élections présidentielles le 7 octobre. Samuel Eto'o a rapporté là-bas et ça a été bon. Quand on lui confie ces missions-là, on dit, faites ce que tu veux, vous voulez qu'il fasse quoi? D'accord. C'est lui, la présidente de la République, comme institution, comme disait Donald Brice tout à l'heure, qui doit décentraliser. C'est-à-dire qu'en cas d'échec, on doit savoir qu'est-ce que la fédération et le ministère en charge du sport n'ont pas fait. Mais vous ne pouvez pas avoir tous ces melting pot-là et commencer à on doit appeler les gens au patriotisme. Oui, il n'est pas question interpeller dans le président de la République, dis-lui de mettre les gens. Il est impossible qu'on ait une équipe nationale qui devienne une forme de gâteau, qui devient un coquille. C'est pas normal. Chacun vient couper sa part. Quand on vous fait des révélations que des gens donnent de l'argent pour être sélectionnés, ça veut dire qu'on ne sélectionne pas les gens sur la base de leur performance, mais sur la base de ce qu'ils ont donné de l'argent à un tel réseau. Vous avez un entraîneur qui arrive là, les gens viennent le voir, donc tu sais que tel jour là, c'est ma part, donc il faut que je le mette là. Tout ça, il faut qu'on arrête avec toutes ces magouilles. Il faut que la performance, le patriotisme soit au centre de tout ce que l'on fait dans ce pays. Sinon, on aura beau changer d'entraîneur, on aura beau faire ce qu'on veut à la présidence ou faire ce qu'on veut à la FECAFOOT, à Tsinga, nous serons toujours au même point où finalement on ne s'en remet qu'au destin, à Dieu, au hasard, au humble Camerounais pour réussir malheureusement. On va vous faire sourire, bon, on va poursuivre, Karine. Oui, cette fois on parle politique. Après la libération de 39 militants du MRC la semaine dernière, la deuxième vice-présidente du MRC a tenu une conférence de presse hier afin de faire le point. 62 personnes ont bénéficié d'un non-lieu. Plus d'une centaine ont été renvoyées devant le tribunal militaire de Yaoundé pour y être jugées. Et en plus, pour maître Michel Ndoki, des faits de tentative d'immigration clandestine. Le juge militaire a finalement déclaré sa compétence à juger les civils, dit-elle. Sur la toile, une vidéo de cette conférence fait beaucoup parler d'elle. Il s'agit de ces paroles que je vais reprendre. Le président Maurice Kamto exige en conséquence la libération de toutes les personnes arrêtées dans le cadre de ces manifestations publiques, pacifiques, légales et constitutionnelles et se tient prêt à faire face seul à la peine de mort puisque c'est la peine de mort qui lui est promise, souligne Tyriane Nadège Noah. D'accord, Tyriane Nadège Balbine Noah, parce qu'elle a plusieurs prénoms. Alors, bon, Bengan, on va peut-être commenter ce que dit, on va dire ce que Maurice Kamto est prêt à faire. Il parle de peine de mort, quand même, c'est fort, non? C'est un acte politique qui n'est pas valable. Non, ce n'est pas fort. Il a analysé, moi j'aime des appréciations pareilles. Hein? Il faut regarder les choses en face. Oui. Il demande, comment j'appelle ça? Il déclare une manifestation qui est interdite. Mais vous manifestez quand même. Pourquoi ne vous juge pas au regard de la loi de 90 sur les manifestations? Oui. Interdites. Moi, on vous juge sur la base de comment vous appelez ça, de la loi de 2014 sur le terrorisme. L'antiterrorisme. Oui. Ce n'est pas possible. Ça veut dire que moi, je déclare ma manifestation, je vais marcher à Douala Premier. On me dit, je marche, quoi qu'il arrive, et je me mets en route, on m'arrête, on me dit, tentative de coup d'État. Ça veut dire qu'en fait, moi j'aime cette appréciation, ça veut dire qu'en fait, on veut me tuer. Et à ce moment-là, puisque c'est moi le problème, laissez les autres, vous me prenez. Je pense que c'est un acte politique majeur. Il faut savoir dire des choses comme ça. D'accord. Oui, acte politique majeur qui n'est pas banal du tout. Alors, Donald Brice, quelle est votre réaction? Bon, assez bien élaboré sur la question. Je voudrais m'intéresser au profil de Balbine Noah. Elle est de la Mefoué-Akono, de FIDA 1, je crois. La Mefoué-Akono, c'est dans le centre. Je pense que c'est au-delà des clivages politiques des uns et des autres. Elle est la preuve qu'on a du répondant au sein de la classe politique, de la jeunesse. Ça signifie qu'on a la ressource humaine au Cameroun. Et surtout, c'est une femme. C'est une femme, elle a 4 enfants. M'a-t-on dit, elle aurait refusé un poste au sein d'une entreprise publique dans le secteur pétrolier bien connu pour s'engager, on lui a proposé ce poste pour quitter le RDPC, pour quitter, le MSC et rejoindre le parti au pouvoir. Elle aurait refusé d'après les confrères de la presse écrite. Je pense que nous avons
tout Camerounais, en tant que citoyen, devrait être fier de voir des jeunes, de voir des personnes, la gente féminine qui est le plus souvent rabâchée au second rang, réduite au rôle de chanteuse lors des meetings politiques. Tout Camerounais citoyen devrait être fier de voir que cette jeunesse-là du répondant est capable de tenir le gouvernail d'une formation politique pendant les moments de crise, comme c'est le cas en ce moment au sein du RDPC. Du MRC. Vous faites beaucoup de lapsus. Vous faites beaucoup de lapsus. J'ai envie de savoir à quoi ça tient ce type de lapsus. Ne me soupçonnez pas, cher ami. Non, je ne sais pas. Moi, je pose la question. C'est suspect. MRC. D'accord. C'est bien du MRC. Le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun et pas le RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Voilà. Donc, voilà. Alors, également vous, Dominique Audrey, sur cette question. J'ai vraiment peur qu'on en arrive à cette situation-là. Avoir un Maurice Kamto qui se sacrifie. Oui. Est-ce qu'on a vraiment... Pourquoi non, quand même. C'est une autre vie qu'on perdra. Okay. Oui, il a ses orientations politiques. Oui, tout ce qu'on veut, tout ce qui se passe. Mais est-ce qu'on est obligé d'en arriver là? Je pense que vraiment, cette histoire ne doit plus durer. C'est ça. Je crois que c'est déjà assez long. Si on voulait lui donner une leçon, je crois qu'il a déjà fini par comprendre. Les gens retournent encore en prison. Moi, je ne maîtrise pas vraiment le droit, mais il faudrait qu'on applique. Si je m'en tiens à tout ce que les gens disent tous les jours sur des plateaux et autres là, je pense qu'il faudrait qu'on respecte les normes, qu'on respecte vraiment les normes. Et je crois qu'on doit encourager ça. Il est prêt à se sacrifier pour ses sympathisants. C'est un acte à Donald, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, peut-être pour dire que moi je considère l'affront entre le RDPC, cette bagarre entre le RDPC, le pouvoir, quand il dit RDPC, c'est-à-dire le gouvernement, le pouvoir, et les formations politiques de l'opposition, notamment le MRC, comme un débat sur notre cadre institutionnel, sur notre cadre législatif, sur l'avenir de ce pays, tout simplement. Ces manifestations qui sont opprimées, les militants qui défient l'autorité de l'administration pour manifester, c'est un débat sur les lois de 92. Est-ce que, d'abord sur cette loi, parce que l'application déjà pose problème. Je pense que sur l'application de cette loi, la mauvaise foi des autorités administratives est actée et est prouvée, puisque on ne compte que des interdictions depuis 90 autour de cette loi. Cette tension, on ne sait plus combien de manifestations de l'opposition ont été autorisées. Donc sur cette question-là, la mauvaise foi de l'autorité administrative, puisque la loi précise que lorsque l'itinéraire est jugé dangereux, est jugé à risque par l'autorité administrative, elle a le pouvoir d'indiquer un autre lieu ou un autre itinéraire aux organisateurs de la manifestation. Dans la pratique, il n'y a jamais eu, presque jamais, cette disposition n'a jamais été appliquée. On interdit systématiquement. Est-ce qu'il faut que l'opposition dise, bon, puisque vous êtes plus fort, nous couchons à plat ventre pour vous attendre? Évidemment que non. Ce débat est intéressant pour nous, les citoyens qui observons, parce que ça nous permet d'ouvrir une réflexion sur notre cadre institutionnel et de le modifier le cas échéant. Rappelons que, comme Bombo Emma le dit, les sociétés évoluent par les crises et il est important que ce type de tension donne lieu à des réformes qui puissent bénéficier à nous aujourd'hui et aux générations à venir. Et il y a plus grave. Apparemment, votre loi, je suis comme ma fille, on ne maîtrise pas les lois. Moi, je ne maîtrise pas. Mais on m'a dit, un de mes fils m'a dit qu'au Cameroun, on ne devrait pas juger les civils au tribunal militaire. Bon, mais quand vous faites une manifestation, au lieu de vous juger au tribunal civil, on vous renvoie au tribunal militaire. Qu'est-ce qu'on attend? Ça veut dire qu'en fait, apparemment, la condamnation est même déjà actée. Actée, puisque vous risquez même la peine de mort. À un moment, vous faites quoi? D'accord. On va s'arrêter là pour cette revue des réseaux sociaux. Merci Karine Sontia pour nous avoir relayé votre ressenti sur ce qui se dit sur les plateformes de médias sociaux. On a pris du plaisir à commenter tout cela. Madame, Monsieur, l'émission va se poursuivre avec la rubrique interpellation. Vous savez ce qu'on va faire avec cette rubrique. Nous allons diffuser l'élément, un document réalisé par Cédric Chouna, et ensuite nous serons de retour sur le plateau pour un petit commentaire. À tout de suite. Nous avons des écoles où on veut seulement prendre que les enfants UP et les enfants des riches. Non.
Le recrutement doit aller sur la base de la méritocratie. Il faudrait qu'un enfant, pour peu qu'il ait de l'intelligence, pour peu qu'il ait un peu de savoir, doit aussi avoir une certaine chance de pouvoir se retrouver aux affaires. Parce qu'ayant cette intelligence-là, cette sagesse, il pourra œuvrer, il pourra mieux œuvrer que d'aller dire que nous allons chercher les enfants qui n'ont aucun niveau, aucun domaine, aucune connaissance, aucune intelligence, et puis on les met aux affaires. Qu'est-ce qu'ils vont nous fournir? Ils ne vont rien fournir comme argument. Ils vont juste s'asseoir. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas d'accord avec le compatriote? D'accord, mais on le voit fâché et tout. Ça veut dire qu'en fait, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, le pays est crispé et c'est pas bon. Et quand ce sont les jeunes, on risque de se retrouver dans les situations où le citoyen va dire ma vie ne sert plus à rien. Et à ce moment, ça devient dangereux. Le pays est crispé. Le véritable problème, c'est que nous sommes dirigés par des personnes qui ne le sentent pas crispé, justement. Qui, pour eux, le pays va très bien. Je vous dis, allez ce soir dans n'importe quelle boîte de nuit à Yaoundé. Vous allez voir les enfants de ces pontes du régime là-bas descendre des coupes de champagne. D'ailleurs, je ne comprends pas quelle est cette folie camerounaise où on peut verser le champagne en boîte de nuit. Je sais qu'on verse le champagne pour une occasion, je ne sais pas, dans un mariage ou un événement, mais ils vont acheter le champagne et ils le versent. Ça veut dire qu'ils ont de l'argent à gaspiller. Pour ces gens là-bas au Bengane qui font ces faroutages d'argent, qui distribuent des billets, qui se vantent d'avoir une opulence extraordinaire, pour ces gens-là, le pays va très bien. Pour ces gens-là, ce pays va très bien. D'ailleurs, les voitures dans lesquelles ils roulent, c'est des voitures qui ont des amortisseurs, des 4x4 derniers cris, qui ne sentent pas les crevasses ni les trous que nous traversons tous les jours sur nos motos en restant nos vies. Ces gens-là, justement, ne savent pas que le pays ne marche pas, que le pays est crispé. Pour eux, comme ils sont très bien dans leur cadre de vie, comme ils mangent très bien, ils boivent du champagne à tous les coups, eux, ils sont à l'aise. Oui, mais c'est ça, donc ils risquent parce qu'ils ne voient pas, ils ne promènent pas le thermomètre pour avoir la température réelle. Et Francis Bébé, paix à son âme, le disait encore en 88. Quand il vient ici, il y avait un forum ici, il dit, il faut souvent écouter la musique. Quand la musique commence à s'intéresser aux choses basiques, ça veut dire que la société va mal. Va mal. Et ces gens-là... Il avait raison. Oui, absolument. Quand une musique devient trop obscène. Obscène et tout à fait. Ça veut dire que ça va mal. On a touché le fond. Et quand vous ne le savez donc pas... Et c'est Bongo Betty qui le disait à 88. Déjà non, Francis Bébé. Francis Bébé. Oui. Et à ce moment-là, il faudra donc qu'il y ait, je ne sais pas moi, remontée des eaux. On va vous dire que le Cameroun est balayé par une inondation terrible. Donc, on ne saura pas. Peut-être même dans les bois de nuit. On ne sait pas, je ne souhaite pas. C'est pour ça, en tant qu'autorité traditionnelle d'ailleurs, moi je souhaite qu'il y ait la paix. Mais cette paix-là, on la cultive. Et vous avez raison de vous indigner. C'est-à-dire, ces gens qui ont de l'argent, ils ne se rendent même pas compte que dans leur village, ils ont des villas et que c'est dans la broussaille. Et que même leurs cousins du village refusent de venir faire la propriété, même quand on les paye. Mais ils vont gaspiller de l'argent. Ils vont gaspiller de l'argent. C'est énorme, mais... Voilà. Les choses compliquées risquent de nous arriver. En tout cas, voilà le compatriote qui a parlé. Madame, monsieur, le Cameroun, son état, comme vous le voyez, est en piteux état, malheureusement. État de délabrement avancé. Il faut dire les choses comme ça. Et le Cameroun, malgré tous les biens que vous dépensez, le Cameroun reste un pays très endetté. On va basculer au plateau B à présent pour retrouver Consti-Lamine. C'est la séquence vente de cette émission avec vous, Consti-Lamine. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Eric, bonjour à tous les clients et surtout à tous les téléspectateurs de cette émission. Nous sommes encore là ce matin pour vendre, après donc la grande journée qui était réservée aux articles tels que le matériel informatique, les robots mixeurs, les bouloirs, les tapis. Le concept Salaka revient encore ce mercredi matin pour vendre la poêle Red Copper. Je rappelle que vous avez encore quelques poêles qui restent encore disponibles pour nos amis retardataires, pour nos amis qui n'ont pas encore cette poêle à la maison. C'est l'occasion plus que jamais d'avoir la poêle Red Copper. Retenez bien sûr le nom. Rien qu'à entendre le nom
on a envie de l'avoir à la maison. C'est une poêle révolutionnaire. Je rappelle qu'elle ne colle pas. On n'a pas besoin d'utiliser de l'huile pour réaliser ses fritures. C'est une poêle qui est également rapide dans la cuisson. Ah ben oui, parce qu'elle adhère rapidement sur les, c'est-à-dire au niveau bien sûr de la plaque à gaz. Cette poêle Red Cooper, vous la retrouverez au prix de 14 000 francs. Je vous rappelle que c'est le prix de promotion. Mais comme le concept Salaka tient à ses engagements, nous allons encore accorder quelques jours de double réduction jusqu'à samedi 21 juillet. Vous l'aurez à 13 000 francs, mais vous serez facturé à 14 000. Je rappelle, le prix de promotion est de 14 000 francs, mais dans le cadre de la double réduction que nous offrons à nos clients, vous l'aurez bien entendu à 13 000 francs, chers téléspectateurs. Alors n'hésitez surtout pas. À côté bien sûr de la poêle Red Cooper, on parle également de ces gants de cuisine. Oui, ce sont des gants de cuisine qui vous permettent de pouvoir retirer les aliments en pleine cuisson. C'est les gants de cuisine qui vous permettent d'ouvrir votre marmite qui est en pleine, c'est-à-dire en pleine cuisson. Alors ces gants de cuisine, vous les avez normalement au prix de promotion à 5 000 francs. C'est des gants de cuisine à l'état neuf. Vous les avez donc à 5 000 au magasin 1001 tapis. Mais dans le cadre de la double réduction, vous les aurez à 4 000 francs votre paire de gants. Et ceux qui ont besoin de la poêle et de la paire de gants, au lieu de 16 500 francs, qui est déjà un prix de promotion, vous les aurez à 15 500 francs du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Parlons bien sûr des modalités de livraison. Pour ceux qui ont besoin de commander un article au concept Salaka, vous êtes hors de la ville de Douala, il vous suffit tout simplement de nous appeler à nos numéros de téléphone, de présenter votre besoin et nous nous chargerons bien entendu d'assurer la livraison de votre commande à domicile. Donc soyez prudents quand vous l'achetez un article. Oui, acheter un article c'est bien, mais acheter un article au concept Salaka c'est encore mieux parce que le concept Salaka c'est la qualité, la garantie et les meilleurs prix. Et je rappelle à tous nos téléspectateurs, à tous nos clients, au concept Salaka on ne dépend pas mais on remplace. Ah ben oui, vous achetez un article, que ce soit un ordinateur, que ce soit un robot, un régulateur de tension, en cas de problème, revenez au magasin 1001 Tapis, alors appelez le concept Salaka, que vous soyez hors de la ville de Douala, à Salaka on ne dépend pas mais on remplace. Merci Consti, on va basculer sur le plateau à cette fois-ci, une fois de plus, pour prendre avec vous Karine Sondia quelques messages de nos téléspectateurs qui eux aussi ont droit d'avoir voix au chapitre. Tout le staff technique doit partir, surtout Boumson Jean-Alain parce qu'il avait refusé de jouer pour son pays. Il a choisi la France puisqu'il ne sert à rien. C'est ce que je disais. On a montré une vidéo ici où ce Jean-Alain Boumson dansait plus que tout le monde. Et je me suis dit, mais avec ce genre de personnes qu'on dit qu'il encadre, est-ce qu'on peut encadrer comme ça? Les gens m'ont dit, non, quand on est coach, il faut pas, on n'est pas forcément, on n'est pas obligé de... Mais sauf que j'observe les coachs ailleurs, je vois que Deschamps, je ne sais pas si Deschamps peut commencer à prendre un joueur, aller danser avec lui, faire des amusements. Mais après, quand on lui dit faites des choses, comment allez-vous, votre autorité va se manifester? Comment? Je me pose la question. Moi, je suis de vieille école. Hein. Donc, apparemment, il y a un type de management où il faut participer. Il faut participer. Je crois le management participatif. Ah, d'accord, ok. Ça, my opinion to put in place a good football team is to use those we have trained and use them, because changing coaches do not mean they don't do their job. Oui. The problem comes from the Ministry of Sport and Entourage, Louis de PK11. Qui nous écrit ce matin. Un autre téléspectateur, ils sont très nombreux. Le professeur Kamto est un brave. Ce gouvernement n'a pas encore compris qu'il aura encore et encore des gens comme lui. Ange Habib depuis Douala Village. D'accord. Quelqu'un d'ailleurs estimait que cette sortie du professeur Maurice Kamto qui dit qu'il veut mourir, qu'il veut mourir seul, qu'il faut libérer les autres et lui est imputé la peine de mort. Il rappelle que, je ne sais pas si c'est vrai, que même Dola Mangabel, Martin Paul Samba ne sont pas morts seuls, ni Omniobe ou encore l'assassinat ou l'empoisonnement, si vous voulez, de Félix Moumier ou encore l'assassinat ou bien là encore la fusillade, si vous voulez, de NS Wandje, qu'eux ils ne sont pas morts
seul et que bon voilà, il fallait Non, mais voilà, revoir tout cela. Peut-être répond lui en disant que Wandje avait justement dit que les Ndjasep, les Wambo, le Coran n'étaient rien, que c'est lui seul qu'on devait tuer. Oui. Il l'a dit, et c'est pour cette raison qu'il a dit, à ce moment, libérez-les, tuez-moi. C'est moi le patron. De l'UPC, non, même Bon, jamais en fait, été là-bas. Et en plus, non, quand il dit, c'est pas méchant, il dit juste que, voilà, on sait que non, la Mangabé, il y avait avec lui Ngosso Dine, les autres. Bon, il estime que... Bon, ça voilà. veut dire, il veut donc nous dire que oui, on va vous tuer, monsieur Kamto, mais vous serez accompagné de quelques-uns de vos camarades. C'est ça qu'il veut dire. Alors. Voilà, justement, il n'est pas... Voilà, donc, à ce moment... Parce qu'il veut lui dire Notre mystère. Pas méchant, oui. Vous trouvez normal qu'il tourne toujours autour de l'équipe nationale alors que l'ambassadeur itinérant et le célébrissime Albert Roger Mila est au Cameroun, dans Moalan de Yaoundé. C'est le patron de l'équipe nationale qui l'a mis là. D'accord. Il n'est pas venu se réunir à l'équipe nationale. On va basculer au plateau B si vous me permettez, avec Constilamine et le Vombio Oméga 3. Bien entendu, une fois de plus, le concept Salaka signe son retour, cette fois-ci pour parler santé, pour parler prévention des AVC, pour parler réduction des complications du diabète. Et on ne saurait parler, bien sûr, de tous ces avantages-là sans énumérer le Von Bio Oméga 3. Retenez bien sûr ce label, vous le connaissez déjà. Je vous le rappelle, c'est bel et bien ce complément alimentaire qui vient tout droit des laboratoires Cedorex aux États-Unis d'Amérique. Le Von Bio Oméga 3 vous permet, chers téléspectateurs, de réduire les complications du diabète, de nous prévenir contre les AVC, de réguler le taux de cholestérol dans le sang. Ceux qui ont les problèmes de tension, le Von Bio Oméga 3 vous permet également de réduire naturellement la pression artérielle. Ce complément alimentaire permet également d'assouplir nos articulations tout en nous permettant de garder la bonne humeur en longueur de journée. Voilà donc quelques avantages liés à la consommation régulière de ce complément alimentaire qui est sans effet secondaire dans l'organisme. Et comment le prendre? C'est une gélule par jour pendant le repas. Et dans une boîte, vous avez 30 gélules. Ça fait pratiquement un mois de consommation. Et je vous rappelle, c'est sans effet secondaire dans l'organisme. Parlons bien sûr du prix. Vous le connaissez déjà. Le prix officiel est de 6 000 francs. Le prix du concept Salaka est de 5 500. Mais nous vous accordons encore quelques jours de réduction spéciale. Donc appelez dès à présent et achetez votre complément alimentaire au prix de 5 000 jusqu'au samedi 21 juillet. C'est une offre spéciale. C'est une offre spéciale Salaka pour récompenser tous les clients du concept Salaka. Merci Consti. On va lire 2-3 messages juste avant de sortir. Non, on nous signale à la régie que ce n'est plus possible. Malheureusement, on doit rendre l'antenne. Madame, messieurs, merci d'avoir été là à ce partage d'idées sur ce plateau ce matin. Merci évidemment d'avoir pris part à toutes nos équipes techniques ce matin. Nos programmes se poursuivent et s'enchaînent à 12h. Tout à l'heure, vous aurez le journal télévisé sur Equinox Télévision. Nos programmes vont s'enchaîner au cours de la journée. Nous sommes de retour le Zénith demain 10h pour notre rendez-vous. Que Dieu bénisse le Cameroun.